life was like a box of chocolates. Tu as confiance en moi? The Pop The Pop and Love Chronicles. And I love you. The Pop and Love Chronicles. Pop, And Love. quand la pop culture rencontre Le développement personnel et relationnel. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? Jetez-moi ici. Moi c'est Julien Et moi c'est Eugénie. Pas de bras, pas de chocolat. The Pop and Love. Chronicles. Hello Eugénie. Salut Julien. C'est le numéro combien? Alors là, j'ai pas regardé. Moi non plus. Eh ben les amis, vous aurez ce numéro après. On doit être au 10e. Je crois qu'on On est doit au numéro être au 10. 10e. Je mise sur Je le crois numéro que c'est 10. le numéro 10. On va parler de quoi dans cet épisode, ce nouvel épisode de The Pop and Love Chronicles? On va parler de The Greatest Showman avec la thématique de L'ambition dévorante et débordante des hommes et des femmes, mais sous l'angle de P.T. Barnum et de Hamilton aussi. Hamilton qui viendra un peu en correspondance. Tu nous mets un peu le contexte et puis ensuite je partagerai le plan aussi. Alors, The Greatest Showman, c'est un film de 2017, un film musical avec Hugh Jackman et Zac Efron, ainsi que Michelle Williams et Zendaya. Je cite deux hommes, deux femmes, pour les quitter, des acteurs. C'est basé sur la vie de P.T. Barnum, qui a vraiment existé dans l'Amérique du 19e siècle. Alors, P.T. Barnum, il est né en 1810, il est mort en 1891, et c'était un showman américain, entre autres choses, mais également un businessman, un politicien aussi, qui aura fondé, entre autres choses, le Barnum and Bailey Circus. Donc, c'est une adaptation de sa vie très, très, très fictionnée. Et donc, ça nous raconte l'histoire du petit Barnum qui tombe amoureux d'une fille de la noblesse. Enfin, de la noblesse, ça ne se dit pas, j'imagine, dans l'Amérique de cette époque-là, qui s'appelle Charity. Et ils ont ces rêves d'enfants, ils s'inventent une vie adulte merveilleuse où elle sortirait des confins de sa condition très guindée, très structurée, et où lui pourrait se permettre des choses que sa pauvre condition ne lui permet pas en tant qu'enfant. Il est très maltraité quand il est petit, son père également, et il vient vraiment de la grande pauvreté. Barnum et Charity grandissent, elle quitte la maison familiale, se marie avec lui, ils ont 2 filles et ils s'installent à New York City. Et en faisant un petit tour de prestidigitation monétaire, il se débrouille pour prendre un emprunt à la banque après avoir perdu son travail. Et il achète un établissement où il expose des figures en cire. Et ça fonctionne pas bien. Et du coup, la suggestion ensuite, c'est de créer non pas un musée avec des choses inanimées, mais un musée avec des personnes, donc ce que nous, on conceptualise comme un cirque. Il va jeter son dévolu sur des personnes, des personnalités qualifiées de freaks. Donc ces gens qui ont ces, entre guillemets, anomalies mal acceptées dans la société américaine du 19e siècle, à savoir la femme à barbe, l'homme géant, on a l'albinos aussi, voilà. Ces figures un peu parias, un peu freak de l'époque. Et il va en faire un business, notamment en exagérant, alors que ces personnes-là ont déjà des caractéristiques qui les rendent incroyables. Lui, il va encore plus exagérer leurs caractéristiques pour en faire aussi quelque chose, un cirque truqué, quelque part. Alors, je sais pas jusqu'où il faut emmener l'intrigue. Il va y avoir des spoilers, comme d'habitude. Donc, warning, si vous n'avez pas vu The Greatest Showman, il faut arrêter cet épisode et aller le voir. Si vous n'avez pas vu Hamilton, c'est la même chose. Mais en tout cas, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. On se doute que le processus est enclenché dans la vie de P.T. Barnum de toujours aller plus haut et aller plus loin. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Hamilton aussi? Et ensuite, on viendra plonger un peu dans 5 grands thèmes de l'ambition dévorante, d'être jamais satisfait, de toujours vouloir laisser une trace, de partir de sa condition la plus basse pour aller vers quelque chose de plus haut et à quel point ça peut nous envahir.
Et on viendra faire du Peter Koenig système, comme d'habitude, là-dessus. Et à la fin, on terminera avec une dizaine de conseils pour ne pas aller dans le côté excès de l'ambition. Et puis un peu en partage avec ce que moi j'ai pu vivre et puis peut-être toi, Eugénie. Mais il y a Hamilton qui est aussi en résonance avec le thème principal de l'ambition. Et tu peux nous le présenter un petit peu. Et effectivement, c'est 3 heures aussi à les regarder. Hein, donc ça vous fait un petit peu de visionnage avant d'écouter la suite de l'épisode si c'est pas le cas. Alors, The Greatest Showman, je crois qu'on l'a vu sur Prime Video. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Prime. C'est sur Ouais, Prime, c'est sur je Prime. crois. Et Hamilton sur Disney+. Si vous voulez aller voir si vous avez les chaînes vous-même. Alors, on rapproche ces deux œuvres, parce que déjà, il y a plein d'œuvres cinématographiques qui nous proposent ce profil de personnage. Le personnage ambitieux qui vient de la très grande pauvreté et a cette, justement, nature d'ambition de vouloir s'en sortir de sa condition pour avoir plus d'argent, pour finalement trouver la sécurité financière, mais pas seulement, aussi le respect de ses pairs. Il y a plein de thématiques qui tournent autour de ça. Il a fallu faire un choix, parce que, effectivement, des œuvres comme ça, il y en a beaucoup dans le paysage. Pas que cinématographique d'ailleurs. Et si on a choisi aussi Hamilton et qu'on les met en parallèle, c'est parce qu'on les a regardés à peu près à la même période. Ça faisait longtemps que tu voulais voir Hamilton, que tu m'en parlais. Et on a vu The Greatest Showman après, finalement. Et effectivement, on a pris le temps également de regarder Hamilton, 3 heures de spectacle. Donc Hamilton, c'est un musical de Broadway à l'origine, donc chanté et rappé, ce qui fait son originalité. Alors peut-être un peu moins maintenant, mais à l'époque, il est sorti en 2015. C'est une grande nouveauté. Un livret des chansons, des paroles écrites par Lin-Manuel Miranda, que vous pensez ne pas connaître, mais que vous connaissez, car depuis Hamilton, qu'il a élevé. Alors ça, c'est intéressant parce que la personne qui construit cette œuvre la joue sur Broadway également, puisqu'il joue Hamilton lui-même. Alors maintenant, probablement plus, mais à l'époque de sa sortie, c'est lui qui jouait le rôle principal, en plus d'avoir écrit l'œuvre, se retrouve lui-même dans cette élévation qui colle à la peau de son personnage, ou du personnage dont il parle, Hamilton, puisque Lin-Manuel Miranda, depuis, a fait, entre autres, bandes originales, un certain nombre de bandes originales de Disney, dont Vaiana. Excusez-moi, j'ai toujours besoin d'y réfléchir parce que pour moi, c'est Moana. J'arrive pas à dire Vaiana, c'est toujours Moana dans ma tête. Vaiana, le premier. Encanto qui lui a ramené... Alors, il a reçu plein de titres pour son travail, déjà, plein de récompenses, mais ça lui a quand même ramené l'Oscar de la meilleure chanson, avec, je ne sais pas comment ça se dit en français, je connais pas les titres, mais en anglais c'est We Don't Talk About Bruno. Et puis plus récemment, il a fait la bande originale de Mufasa. Donc il continue. Il est sur sa lancée, Lin-Manuel Miranda, mais à l'époque, c'est son premier gros hit. C'est basé sur la biographie d'Alexander Hamilton, qui est sortie en 2004. Et Alexander Hamilton, c'est un des pères fondateurs de l'Amérique, tout simplement. Donc, le musical suit tout au long de ces 3 heures la vie de Alexander Hamilton, qui arrive sur le territoire américain, qui à l'époque est encore une colonie britannique, et qui va participer, avoir un rôle déterminant dans la Révolution américaine, et puis dans les enjeux politiques et dans la vie politique des USA, des États-Unis d'Amérique, qui seront donc nouvellement créés suite à l'impulsion de la Révolution américaine et de la demande d'indépendance de ce qui était d'abord une colonie britannique et va devenir les États-Unis d'Amérique. Donc on est sur quelque chose d'historiquement assez sérieux. La Révolution américaine qui arrive juste avant la Révolution française, presque en parallèle. On est sur des thèmes assez sérieux et puis sur un sujet très historique. Alors là, pour le coup, Hamilton n'est pas largement inspiré de la vie d'Hamilton, c'est vraiment, ça colle aussi aux faits historiques. Donc à la différence peut-être du Greatest Showman. Et on est dans quelque chose... c'est un mélange assez intéressant parce que ça pourrait être ennuyeux et redondant et long. Et en fait, c'est vraiment du entertainment aussi, le musical de Hamilton. Avec une autre personnalité, Alexander Hamilton, qu'on peut rapprocher de P.T. Barnum dans leur ambition de sortir de la pauvreté, devenir quelqu'un, laisser un héritage, laisser une marque, et toujours plus vite,
toujours plus loin, toujours plus rapidement. Très belle présentation. Merci, ma chérie. Et tout de suite, il y avait les archétypes qui étaient sortis un peu. Là, j'avais pris des notes avec ChatGPT. C'était très intéressant. Et j'aimais bien parce qu'il parlait pour P.T. Barnum, l'illusionniste visionnaire. Et puis pour Alexander Hamilton, l'intellectuel guerrier. Et j'aime beaucoup le mot illusionniste pour P.T. Barnum parce que il y a vraiment quelque chose de l'ordre du rêve, tu vois. Mais du rêve, du divertissement, amener de la joie, amener des perspectives folles et aussi du jamais vu et de l'inédit. D'où le fait de vouloir proposer un freak show avec la femme à barbe, il y avait l'homme chien, l'albinos tu disais, il y avait le monsieur super gros là, des poids genre hors normes pour l'époque. Et j'aime bien l'idée d'aller vraiment faire rêver. Et lui, c'est le visionnaire, j'aime bien aussi dans cette idée, c'est l'ambition. C'est forcément une belle énergie aussi de Young qui veut, qui voit des sommets, mais genre inouïs. Comme il est dit dans les chansons, depuis qu'il est enfant, il rêve de couleurs, de rêves en couleurs dans tous les sens, et c'est très fort. Et j'aime beaucoup aussi, du coup, le parallèle qui est assez différent, parce qu'il y a vraiment le guerrier, et cet archétype du guerrier chez Hamilton, parce qu'il fait la guerre avant tout. La guerre pas de sécession, ça c'est après, mais la guerre d'indépendance avec les États-Unis, en même temps en étant intellectuel, puis derrière avec tu te rappelles le nombre d'écrits qu'il a fait, écrire, l'idée de laisser une trace, et on va en parler parce que ça vient de grands vides abyssaux pour ces deux hommes, que d'en arriver si haut et effectivement marquer l'histoire à ce niveau-là. Alors P.T. Barnum, je ne sais pas si c'est lui qui a lancé les Barnum, si ça vient de là, on parlait de ça, est-ce que c'est lui les premières tentes de cirque? Je ne sais pas si tu as eu le temps de vérifier cette info. J'ai pas vérifié, non, mais je pense. Ou alors ce serait une coïncidence intrigante. Ouais. Puisqu'effectivement, alors, on vous avait promis des spoilers, on va spoiler la fin du film The Greatest Showman. Toute l'ambition de P.T. Barnum se concentre sur le fait qu'il a ce bâtiment, c'est par là que ça commence, il a ce bâtiment dans lequel il fait tourner son cirque et ses freaks, et puis à la fin le bâtiment brûle, tout vole en éclats, hein. On imagine bien, il fait l'ascension dans sa tour, toujours plus haut, toujours plus proche du soleil, tout se casse la figure, mais absolument tout, le bâtiment brûle, et il décide à la fin de remonter son cirque, mais cette fois sous une tente, parce qu'il explique que les terrains près de la rivière sont moins chers, et que il n'a pas les moyens de racheter un bâtiment je crois qu'ils sont à Manhattan, au cœur de Manhattan, je crois. Mais par contre, il a cette ambition de continuer. Donc, petit moyen, achetons une toile de tente et faisons un cirque sous la tente. Et je pense, il faudra vérifier, mais que c'est de là que vient le terme Barnum, effectivement. Et les deux, c'est des comédies musicales, il y a beaucoup de chansons tout le long quasiment, et c'est vachement bien performé par les acteurs. Et la narration est vraiment chouette, et on en a mangé beaucoup, des comédies musicales, ça faisait longtemps que je n'en avais pas regardé autant qu'avec toi. Et dans ces deux archétypes, ces deux personnages-là, il y a effectivement le thème commun de Icare aussi. Je vais brûler mes ailes en voulant me rapprocher du soleil. Et tu l'as dit, tu vois, d'aller vraiment... J'ai tellement d'ambition qu'évidemment, l'ambition, tous les archétypes sont neutres, a un côté pile, un côté face. Et en fait, un côté lumineux, un côté sombre. Et que le côté sombre, c'est d'aller se brûler. Donc, comme littéralement se brûle le bâtiment de P.T. Barnum. Parce qu'évidemment, à un moment, ça finit par tout cramer. Et puis, autour de... Et je pense que c'est assez relié aussi au côté le guerrier intellectuel pour Hamilton. Il y a des morts, en fait. Il y a des morts autour de lui. Donc, il y a la mort de son fils, qui est quand même quelque chose de très fort. Il y a la mort de sa relation, de son mariage, même si derrière, il continue. Il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a des dégâts. Si vous vous rapprochez trop proche du soleil, à un moment, il y a forcément des dégâts. Parce que l'ambition devient dépendance, devient addiction. Et on le voit très bien dans ces deux archétypes-là, ces deux personnes-là. Et par contre, pour moi, le revers, c'est que ça marque l'histoire durablement. Parce qu'il en faut des hommes courageux et déterminés à l'époque d'Hamilton pour en arriver à créer le pays que sont les États-Unis. Et avec toute cette teinte, tu sais le principe des principes des projets sources et des sources des projets dont parle Peter Koenig. On teinte toute l'énergie
d'un projet par la source, la personne première qui a lancé le projet. Donc ce serait intéressant, ce que Peter Koenig il dit, c'est la personne qui fait le premier pas, qui est la source du projet. La toute première action, l'idée, tu sais, qui vient dire « Et tiens, si on faisait ça ?» Et en fait, ça serait intéressant de voir au niveau des pères fondateurs des États-Unis, mais il y a vraiment l'idée que le pays et toute la constitution et tout ce qui est venu ensuite vient de l'énergie de ces personnes-là, vient de la teinte première dans tout le reste du champ énergétique que le pays connaît aujourd'hui. C'est ça qui est assez dingue quand même, parce qu'un pays, c'est un projet aussi en soi. Et ça peut être une entité entreprise, comme il le fait avec les cirques P.T. Barnum, et ce qu'il lui veut montrer. Et effectivement, je pense qu'il a teinté quelque chose de complètement différent dans l'art du spectacle, du show, avec aussi peut-être le cirque. C'est peut-être l'un des créateurs des premiers cirques. Ce serait hyper intéressant d'aller creuser là-dedans. Peut-être qu'on dit des bêtises, mais il faudrait creuser. Et en tout cas, la personne est la source énergétique du projet, ou du pays, ou de la création artistique, de l'album, de ce que vous voulez, ou de l'entreprise, comme on disait. Donc, c'est fort de voir à quel point ça vient pas sans revers de la médaille que d'être des sources pareilles pour des projets de telle envergure, de telle ambition. Et on n'est pas tous capables de porter ça dans notre chair. Déjà, si on arrive à développer une activité et qu'elle fonctionne, Mazel Tov. Je suis déjà très content d'avoir fait 5 ans quasiment et de me dire, bon, je suis le source d'un projet, ça tient, ça continue, mais c'est challengeant et je suis tout seul. Bon, maintenant je travaille avec toi, je travaille avec Camille aussi. Mais quand même, c'est dingue. Et quand tu dis que ces personnes-là, mais elles ont l'influence d'un pays, t'imagines le système énergétique qu'il faut avoir et l'ambition et la force interne pour en arriver là. Ça part effectivement souvent d'une très grande blessure, quoi. Et on va aller ouvrir ça. Mais si tu veux réagir là-dessus, n'hésite pas, quoi. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ça part d'une très grande blessure, d'une très grande brèche qui demande à être comblée. Et peut-être que quand on est jeune, c'est OK, mais la vie continue. C'est-à-dire que P.T. Barnum, enfant ou adolescent, qui rêve de se marier avec sa chérie, d'avoir des enfants et d'avoir son cirque, ça fonctionne. Peut-être que ça fonctionne au début, mais très rapidement, on se rend compte que ça fonctionne plus, parce qu'en fait, le système ne se réajuste jamais autour de cette ambition. L'ambition est un flux incontrôlé, très franc, qui est nourri de tous les micro-succès qui deviennent de grands succès. En fait, c'est une bête folle. Ça devient une bête folle pour ces deux personnalités, ou en tout cas ce qu'on nous montre de ces deux personnalités, et les ambitions qu'on avait aussi pour sa vie personnelle, être marié, avoir une bonne relation avec sa femme et ses enfants, par exemple, volent en éclats parce que ces personnalités ne font pas cohabiter les deux ensemble de façon saine. Ce qui se passe, c'est que l'ambition les entraîne dans une obsession qui fait qu'ils ont comme des œillères et ils ne voient pas les conséquences et les dégâts, les dommages collatéraux dans leur entourage. Pour P.T. Barnum, ça se translate sur son équipe, les gens avec qui il travaille et qui font sa célébrité et son business, jusqu'à un moment où il les renie, presque. Ah bah non, maintenant qu'on a eu notre rendez-vous, introduction à la reine Victoria, vous ne serez pas présenté dans les salons parce que quand même, vous appartenez aux coulisses et tout le monde a peur de vous. Alors que ce pourrait être des marchepieds pour justement introduire... Pardon, j'ai un nouvel accent. Introduire par l'oreille. Introduire. Des conceptions et des petites révolutions en mode, par exemple, pour P.T. Barnum, ben voilà, vous avez profité du spectacle avec mes freaks, mais n'oublions pas que ce sont des êtres humains. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut les introduire dans une conversation où ils sont comme nous. Alors, on n'est pas obligé d'être des freaks, hein. Il y a plein d'occurrences dans notre histoire qui nous a montré que on est tous égaux, mais en même temps, oh là, c'est compliqué, dépendamment de ton ethnicité, dépendamment de tes croyances religieuses, dépendamment même de ton genre, et encore aujourd'hui, d'être introduit dans tous les cercles et de se considérer comme une grande communauté. Et ça vient jouer là-dedans avec P.T. Barnum. Et donc, ça touche son entourage professionnel, qui lui apporte tout ce dont il a rêvé, mais ça touche aussi sa famille. Parce que soudain, il n'est plus loyal envers sa femme, il n'est plus présent pour ses enfants qui grandissent sans la présence de leur père, parce qu'il est toujours occupé à nourrir une ambition qui grossit comme un monstre glouton, en fait. Et puis pour Hamilton, même combat. Hamilton ne sait pas s'arrêter de travailler, donc se marie, a des enfants,
qu'est-ce qui se passe ? C'est le moment de partir en vacances. Et pourtant, on essaye de le convaincre de partir en vacances en lui disant ça va faire du bien même à ton travail que tu t'arrêtes. Et il y a tous les arguments, puisqu'il y a sa femme dans le numéro musical où justement il est question ou pas de partir en vacances, il y a sa femme, et il y a la sœur de sa femme, qui est sa meilleure amie, voire plus, en tout cas sur le plan intellectuel. Et même les deux, qui sont les deux arguments, qui devraient être les deux arguments humains les plus forts de sa vie, n'arrivent pas à le convaincre de s'arrêter, de partir en vacances pour repartir de plus belle dans son travail ensuite. Et qu'est-ce qui se passe ? Monsieur reste sur place pour travailler, et il est rattrapé par ce qu'il essaye d'éviter, juste être un être humain aussi avec des besoins primaires et des envies et des travers humains. Il est rattrapé par ça avec la présence d'une autre femme avec qui il va tromper sa femme. Et ça va être le début de la fin de sa relation avec sa femme. Alors ça se rabiboche après. Pareil dans The Greatest Showman. Il y a une espèce de tour du cadran quand même. Mais la déchéance commence pour les deux avec cette obsession qui ne sait jamais ralentir ou s'arrêter, de toujours aller plus loin, et comme tu le dis, le mythe d'Icare, toujours plus proche du soleil, malgré les recommandations du père, je crois, en ce qui concerne Icare, mais de l'entourage en ce qui concerne les autres. Attention, tu vas te brûler les ailes. Tout le monde le voit. Sauf la personne qui est dans sa mission et dédiée à un point tel à sa mission d'âme qu'il en oublie tout le reste, mais qui... Dans les deux cas, alors pas pour Hamilton, parce qu'Hamilton finit tué lors d'un duel par son ami et rival Aaron Burr. Et en fait, c'est une bien meilleure fin pour P.T. Barnum. Alors après, peut-être que c'est romancé aussi, hein, tu as dit que c'était très largement adapté, donc peut-être qu'il y a eu un peu des écarts sur le film. Mais ça se finit un peu à la Hollywood, et tout est nickel, et tout va bien dans The Greatest Showman, mais effectivement, pour Hamilton, c'est vraiment la mort. Et il y a forcément, dans cette quête sans fin d'ambition et de se dédier à la mission, le revers de la médaille, c'est d'en oublier sa famille, d'en oublier ses proches, d'en oublier sa santé, d'en oublier les choses vitales. Et il y a vraiment la question, tu sais, ça me fait penser à Elizabeth Gilbert, et tu peux te dire que c'est le seul moyen de réussir une mission à ce point-là que de s'y dédier complètement et d'y laisser un peu une partie de sa peau, une partie de soi, une partie de sa famille. Parce que t'as pas le choix. Donc comme l'artiste qui est forcément pas drama queen, maintenant on le verrait côté drama queen, mais que dans ses ombres, avec l'alcool, avec ses addictions, et qui peut écrire que dans des moments de profonde tristesse, parce que c'est vraiment ce choix de la vie artistique qu'on peut faire, alors qu'en fait on peut en avoir une complètement différente, et on peut être, je pense, en tout cas, je souhaite pouvoir l'incarner à mon échelle et puis que d'autres personnes montent ce chemin. On peut atteindre des sommets immenses tout en prenant soin de sa santé mentale, en fait, tout en prenant soin de sa famille, tout en prenant soin d'y aller doucement et d'apprendre à s'arrêter. Et ça nous fait écho avec l'épisode de Céline Dion. Aujourd'hui, on a la conscience assez présente et globale et holistique qu'il est possible de faire autrement parce que plein de modèles existent déjà, et qu'on n'est plus obligé, technologie aidant, IA, téléphone et tout ce que vous voulez moderne, aujourd'hui on peut tout à fait amplifier nos actions et nos transformations sans se cramer à la hauteur même de projets mondiaux immenses, quoi. C'est ce que nous dit si on en a cette ambition, quoi. Elisabeth Gilbert aussi. On en parle souvent sur la créativité, c'est qu'effectivement les artistes ont cette réputation d'être torturés, d'être dépressifs, et que selon elle, ça viendrait d'une époque où à la Renaissance on décide que l'humain est au centre de son projet. L'humain est un génie et n'a plus un génie, alors qu'avant c'était dissocié. Que si le projet était mal mené ou ne fonctionnait pas, c'était pas totalement de ta faute, parce qu'il n'était jamais incarné en toi, ce projet. Il était toujours le fruit d'une collaboration entre toi et ton génie. Et qu'à un moment donné, l'homme étant le centre de l'univers et la source de tout, le génie étant à l'intérieur, il n'y a plus de dissociation. Donc si ça foire ou si ça marche pas, c'est forcément de ta faute. Et ça, pour une psyché humaine, c'est quand même énorme. Et je pense effectivement, tu parlais de conscience, qu'on a la conscience aujourd'hui, et aussi parce que, je ne sais pas si c'est juste une conscience, je pense aussi qu'en tout cas dans nos sociétés, on bégaye un peu aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, je sais pas, on a mangé trop de galettes à midi, je sais pas, dans nos sociétés occidentales,
Et il me semble qu'on a aussi la chance de pouvoir se déposer en tant qu'être humain incarné à un niveau qui a jamais été égalé jusqu'à présent dans nos sociétés humaines. C'est-à-dire qu'à une époque où la moyenne d'âge, la moyenne de vie, c'était peut-être, 35 ans, 40 ans, il y avait certainement une urgence à vivre vite et fort. Quand il n'y avait pas de contraception, quand la mortalité en couche était si immense, on ne pouvait pas vraiment se déposer dans la vie en général. S'il fallait accomplir quelque chose, c'était nécessairement dans la guerre, avec de la violence, de la rapidité et beaucoup d'élan, tu vois. Et je trouve que maintenant, avec les progrès technologiques, alors tu parlais d'IA, mais sans aller jusque-là, les progrès médicaux, la conscience autour des ethnicités, des religions, des genres, et peut-être la tentative d'acceptation d'un système humain global plus que d'individualiste. Je crois qu'on essaye d'avoir cette conversation en ce moment, j'espère, en tout cas moi j'essaye de l'avoir. Peut-être que c'est plus simple de moins se mettre la pression et se dire si ça ne passe pas que par moi, si on doit être plusieurs individus, les Anglais disent the hive mind, la mentalité ruche, enfin c'est pas mentalité mais l'esprit ruche. Si ce n'est pas juste mon cerveau, mais l'addition de plusieurs cerveaux qui mène à terme ce projet, si ça ne passe pas qu'au travers de moi, même si je suis la personne source, mais que je peux m'entourer d'une équipe, si même ça traverse des générations, peut-être c'est pas si grave. Et en vrai, je suis pas sûre que il y a même un siècle de ça, on ait eu cette douceur de pensée. Tu vois, alors après, je fais une généralité. J'en suis consciente. Mais j'ai vraiment cette impression que même il y a 100 ans, on vivait dans une époque où c'était tout l'un ou tout l'autre. Et il n'y avait pas d'entre-deux. Si tu naissais pauvre et que tu n'arrivais pas à devenir très riche, tu restais vraiment dans la très grande pauvreté. Ici, il y a une zone du milieu, me semble-t-il, depuis le siècle dernier, ou en tout cas dans nos sociétés actuelles. Donc je me mets à la place de ces deux personnalités dont on parle, et je me dis que ils ont été contraints aussi par une époque très révolutionnaire, parce que regarde, P.T. Barnum, il est né en 1810, on n'est pas très loin, on est à une 50aine d'années des révolutions en vrai, c'est pas si loin. Et c'est clair que la douceur qu'on vit dans notre vie actuelle et dans notre société actuelle n'était pas du tout la même au début du siècle et avant. Il y a une urgence de finalement vivre, et je ne sais pas si demain je serai encore présent pour abattre du travail, abattre des projets et saisir les opportunités, se dire c'est maintenant ou jamais. Il n'y avait pas du tout le même effectivement calme et aussi reliance des êtres humains comme on l'a aujourd'hui, tu vois. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de se connecter, de déléguer, d'amplifier avec les autres et d'y voir vraiment une utilité commune et globale, alors qu'à l'époque, ça tient aussi beaucoup à, bien sûr qu'il y avait du réseau, mais ça tient beaucoup à une forte personnalité, à des forts personnages, à des personnes qui dédient complètement leur cause et leur énergie à leur cause et leur mission. Et il y a l'idée aussi, tu parlais de pauvreté, de richesse, c'était très clivant et très séparé, quoi. Aujourd'hui, il y a la zone du milieu, effectivement. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus... Ça s'est étalé, puis on est en spirale dans notre évolution consciente personnelle et sociétale. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme qu'il y a 100 ans et qu'il y a 500 ans et bien plus encore. Donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, effectivement, d'aller dans des projets ambitieux. Mais ça demandait des forces d'âme qui se sont incarnées pour ça à cette époque-là, pour y aller all-in. Et quand on revient sur un peu les conditions d'incarnation des deux, moi j'aime bien parce qu'il y a l'idée de grosse pauvreté au démarrage. Hein. Hamilton, là je prends mes notes, c'était un orphelin sans le sou. Et il sait ce que c'est de crever de faim et ne veut jamais revivre ça. Donc il y a quelque chose de tellement insécurisant à l'intérieur de lui que cette quête fait que plus jamais je vais revenir à ça, et j'ai surtout devenir insignifiant. J'aimais bien ce mot-là qui venait dans les... J'ai demandé à ChatGPT, donne-moi les 10 pires peurs pour Hamilton et pour P.T. Barnum. L'une des premières, c'est vraiment ça, tu vois. C'est ne plus rien avoir, ne pas redevenir insignifiant. Et l'insignifiance, ils le portent très fort tous les deux par rapport à ce que lui, en tant que fils, P.T. Barnum a vécu par rapport à son père qui faisait des beaux habits, un beau tailleur pour des familles riches, dont celle de sa femme, future femme.
Et puis également l'insignifiance d'être, je suis né dans une colonie, je suis pauvre, ma mère en plus je suis un bâtard, tu vois. Je crois qu'il y a l'idée d'être né bâtard et d'une prostituée. Sa maman était prostituée à Hamilton. Donc un peu, on imagine bien l'image à l'époque de tu n'es moins que rien. Donc tu pars avec de l'insignifiance immense. Donc quel est le moyen que de viser le plus haut pour ces personnes-là et d'y aller à fond la caisse, quoi. Donc portés vraiment par cette peur-là, ces hommes ont réussi à fuir cette insignifiance avec les excès que ça peut amener et se brûler en touchant le soleil. Et du coup, comme ils connaissaient pas le PKS à l'époque, ils n'ont pas pu formuler ces phrases merveilleuses qu'on aurait pu leur dire. Je suis super méga insignifiant et c'est bon. Cette première, déjà, c'est ok parce que je suis signifiant et j'existe aux yeux du monde, même si je suis insignifiant. Mais dans une société où insignifiant égale mort, on n'est pas du tout dans le même rapport qu'aujourd'hui, je suis insignifiant, mais tu vas pas mourir. Il y a tellement plein d'autres possibilités accessibles, à l'époque aussi, mais beaucoup plus compliquées, risquées, et ça demandait quand même une sacrée force de caractère. Donc ça serait facile de dire, fais du PKS, il y avait une situation aussi économique et réelle et physique qui fait que soit tout, soit rien. Donc je préfère me cramer, mais m'en sortir. Ou alors effectivement, tu sais, t'imagines, c'est un peu comme la navette qui décolle, qui doit me sortir de la gravité d'une planète. Il faut une sacrée force de propulsion pour une navette américaine ou française, là, européenne, pour sortir de l'atmosphère française, l'atmosphère mondiale. Le monde est français, je viens d'avoir une vision. Aussi, ouais. L'atmosphère est divisée en États, en colonies. Et en même temps, il n'y a pas ça, genre au-dessus du pays et en dessous, ça appartient pas au pays. Bon, bref. On sait pas. Bon, bref, le jour où la Terre sera française, peut-être. C'est nous fait un modeste podcast sur la pop culture. Donc on ne peut pas avoir réponse à tout. On est sur viser grand et fort et haut. Bref. Et je me suis perdu. Donc voilà, on a besoin d'une grande force pour sortir du champ attracteur de nos schémas. Donc ça demande quand même de la force et de la puissance. Aujourd'hui, c'est plus facile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Même si on a des schémas bien lourds et bien grands, hein, et ça demande du travail pour en sortir quand on vient de plein de niveaux différents. Mais à cette époque-là, imagine la force d'âme qu'il fallait avoir pour sortir de ce champ d'attraction de la pauvreté, de l'insignifiance que tu vivais. Mais la phrase aujourd'hui, c'est vraiment d'accepter, en fait, aux yeux du monde, tu t'en fous, c'est à tes yeux, à toi, que tu vas donner de la signification, de la reconnaissance, et donc ça va teinter pensée, parole, action, qui vont montrer si je me considère. Quel est mon prochain pas? Quelle est la prochaine décision que je vais prendre? Effectivement, avec un monde beaucoup plus résistant à leur époque que parmi le nôtre. Eh bien, il y a l'idée de la culture de l'éducation chez Hamilton, de l'écriture. Et c'est pour ça qu'il court aussi vers cette quête de la legacy, qui est l'héritage. Il faut que j'écrive, il faut que je marque ce monde de ma trace et de ma culture et de ma pensée. Et donc cet analphabétisme, on dit ça, oui, analphabétisme de l'époque et cette ignorance qui devait se montrer par le manque d'éducation, il a plongé de l'autre côté. Je vais me suréduquer. Et évidemment, c'est par ce pouvoir-là de la pensée, de l'information et de la guerre, qui était aussi à l'époque vraiment important. Le pouvoir pouvait se prendre avec la guerre, la force et la pensée, surtout dans cette époque-là où les grands penseurs naissaient aussi par rapport à la constitution de pays, d'indépendance. On voit que Lafayette était beaucoup aux États-Unis aussi. Et c'est quand même les États-Unis qui ont lancé la première révolution, quoi. Donc on voit à quel point, voilà, sortir de sa condition avec cette grande force par les outils puissants et par quels moyens je vais être reconnaissant et je vais me sentir reconnu aujourd'hui, c'est une question qu'on peut se poser nous aussi, hein. Et moi je l'ai vu, le moyen et l'outil et le véhicule de transformation pour me sentir valide et exister à mes yeux, ça a été le podcast. Ah Julien, tu parles et je m'écoutais pour la première fois. Et la vidéo, ah tiens, maintenant je peux me voir et m'écouter en même temps. Et donc au fur et à mesure, j'ai pu regagner de la confiance en moi par rapport au fait de je me reconnais, au lieu d'aller le chercher à l'extérieur. Oui, effectivement, puis ça nous donne plein d'autres personnages. Alors désolé, je me suis rendu compte en parlant, on n'a pas de personnage féminin pour illustrer ce concept, mais évidemment ça s'applique aussi à des personnages féminins. Et je pensais à Bonaparte, le film de Ridley Scott qu'on a vu aussi, il y a pas très longtemps. Qu'est-ce que ça bégaye ce soir? Non, c'est très bon. Ridley Stock. On fait tout un ensemble de personnages différents. Dans un petit monde parallèle, il y a Ridley Scott qui existe et Stock aussi. Une autre ligne de temps. Et sur une planète où l'atmosphère est française. Voilà. Et du coup, Bonaparte, c'était la même chose.
dans une époque, encore une fois, pas si éloignée. Alors, j'ai fait un mauvais calcul tout à l'heure, j'ai dit à une 50aine d'années des révolutions. Non, P.T. Barnum, ça a une 30aine d'années de la révolution américaine. Donc, encore une fois, une 50aine d'années à partir du moment où il est adulte. Mais sur l'échelle de l'humanité, on est dans les mêmes zones, en fait, de révolution, de réforme, repenser la vie, les attachements coloniaux et toutes ces choses-là. On a Bonaparte, effectivement, qui s'illustre par des actes guerriers héroïques d'abord, et puis après devient cette entité politique qu'on connaît, ce dirigeant, j'allais dire incroyable, c'est peut-être un peu teinté, mais en tout cas cette figure qui fait partie de nos livres d'histoire aujourd'hui, effectivement. Donc ça, ce thème de, effectivement, partir de... ça serait l'une des pires peurs, revenir à la pauvreté, donc on l'a dit, l'insignifiance. Si j'en mets une deuxième là par rapport à la liste qui a été partagée, j'aime bien celle-ci, être ridiculisé et humilié. Parce que passer pour un imposteur, c'est vraiment le sujet de P.T. Barnum, le charlatan, qui veut mentir et qui ment en fait, qui ment sur. On va rajouter des coussins sur ce gros bonhomme déjà, mais comme ça il est encore plus gros. On vient un peu maquiller la réalité pour encore plus créer l'illusion et le fantasme et le rêve. Et chez Hamilton, il y a l'idée que c'est son orgueil qui est immense. Il partage là dans ChatGPT. Et c'est être humilié publiquement ou perdre un débat qu'il a en horreur absolue. Et effectivement, être humilié, mais par... On rejoint le truc d'avant, c'est vraiment autour de sa pensée, autour de son ignorance. Et donc ça joue autour des mots, ça joue autour du verbe, ça joue... Pour ça que le rap est vachement bien adapté. C'est l'art de manier les mots, les sonnances, les consonances, et puis de jouer avec ça. Et de venir rebondir. Donc je trouve que c'est vachement aligné aujourd'hui, tu vois. Parce que c'est vraiment son outil, lui, numéro un. Donc quelle humiliation que de dire, tu sais pas parler, en fait, tu sais pas te débattre, tu sais pas débattre, et tu sais pas gagner avec les mots, ce que les armes pourraient plus facilement faire, quoi. Oui, il est moins en danger, je trouve, Hamilton, par rapport à ça. On voit assez rapidement, dès l'ouverture, où il se présente, en fait. Et d'ailleurs, Lin-Manuel Miranda disait sur une interview, entre autres interviews, j'imagine, où il l'a dit, dans le Graham Norton Show, il disait qu'une fois qu'il avait passé son numéro d'ouverture et qu'il l'avait réussi, c'était bon pour la suite de la pièce. C'était bon pour les 3 heures restantes parce que c'était vraiment le numéro le plus dur. Et je trouve que il est moins en danger parce que dès l'ouverture, Hamilton se présente en rappant, en nous en mettant plein la vue, et tu comprends tout de suite que c'est un intellectuel pour de vrai, et qui va être difficile à détrôner. Alors que P.T. Barnum, lui, son monde, c'est le monde du divertissement. Donc c'est le monde du rêve. Et en plus, il part sur cette tangente, non pas de l'écriture, la lecture, la culture, mais cette tangente de, on va faire presque du grotesque et de l'effrayant dans le divertissement. On n'est pas sur une pratique noble, en fait. Du coup, lui, par contre, est beaucoup plus sujet au ridicule. Et le fait qu'au début, son business, ça marche pas, c'est pas juste son business marche pas. Les gens, ils trouvent ça nul, ce qu'il fait. Ils trouvent ça nul. Et lui, il est toujours dans son truc, oui, mais on va y arriver, oui, mais on va y arriver. En fait, ça le touche pas. Le ridicule, le fait qu'il soit la risée des autres, ne le touche pas parce qu'il croit en son objectif. Mais par contre, ça ne le touche pas parce que c'est les gens qui vivent autour de lui. C'est ses voisins, c'est les gens du même niveau que lui. Par contre, lui, la reconnaissance, il la veut de l'aristocratie. Il la veut de ceux des riches, en fait. Donc finalement, qu'il soit la risée du bon peuple, il s'en fiche complètement. Par contre, il s'en fiche pas du tout que ces numéros fonctionnent pas, mais en même temps, ils fonctionnent jusqu'à un certain point auprès de la populace riche. Et il vient pour moi aussi, P.T. Barnum, vraiment un peu, je pense, sauver et guérir le père qui l'a vu comme un larbin des riches, insignifiant, et que lui veut être à la hauteur de ces personnes-là, des riches, des nobles de l'époque, et ne rien avoir à leur envier, tu vois. Et de se sentir un égal que son père n'a pas réussi à être. Mais son père, c'était OK, lui, en fait, il était ailleurs, il avait l'air de bien se porter de sa condition. Je sais pas s'il en voulait à son père, j'ai pas l'impression, parce que son père faisait partie un peu... Pas en vouloir, non, pas en vouloir, mais je veux transformer cette condition que j'ai vue. Je sais pas s'il a pas aussi un peu l'idée de je sauve, tu vois, mon père. Je le vois comme quelqu'un de pas à la hauteur à mes yeux, moi d'enfant, qui a une ambition démesurée, et il est pas là où je voudrais qu'il soit, même si son père était sûrement bien dans sa condition, tu vois.
On n'y passe pas des siècles, mais je pense que pour les deux œuvres là, la loyauté à la lignée est hyper importante pour les deux personnages principaux. Alors on voit un petit peu le père de P.T. Barnum, on voit pas du tout les parents qui sont décédés au moment où on prend la narration de Hamilton, mais il n'y a pas non plus de saut dans le temps pour nous montrer quoi que ce soit. Par contre, on nous explique bien le contexte dans lequel il est né. Il y a cette volonté pour les deux très clairement de transcender la condition de laquelle ils viennent, et donc une loyauté envers le parent, voire la mère pour Hamilton, hein, parce qu'on nous répète plusieurs fois qu'il vient d'une une prostituée. Il y a une loyauté à transcender le schéma familial. Bah du coup, parce que honteux, parce que humiliant, parce que rejeté. Et donc c'est ça, plus ils le rejettent et plus ils veulent l'étouffer, plus en fait ils lui font une place immense dans leur système. Oui. Et donc plus ça prend de la place, puis il faut le fuir. Plus il est menaçant et dangereux. Et donc c'est là où pour moi on arrive dans ces excès et qu'on vient se brûler les ailes, c'est parce qu'on veut tellement pas reconnaître qu'on est, bah ouais, ma mère est une prostituée. J'existe avec et sans que ma mère soit une prostituée, et peu importe, j'existe et ça ne veut rien dire de moi, de ma valeur, je suis l'amour, et j'avance avec ce qu'on m'a donné comme carte pour cette vie-là. Et en fait, si je veux fuir cette condition et que j'en ai honte, eh bien, elle va prendre une place immense. Donc, Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est important. Ouais. C'est qu'en voulant mettre à tout prix à distance la condition, surtout pas ça. Surtout pas ça. Et là, ça peut être très noble. Surtout pas battre mes enfants comme j'étais battue. Surtout pas vivre dans la grande misère. Surtout pas ne jamais rien avoir à manger sur la table. En mettant ça à distance, parce qu'on ne veut ni l'incarner ni le subir de nouveau, ça redevient une conversation. Enfin, c'est même pas que ça redevient, ça reste sans cesse une conversation. Donc, vont se présenter dans la réalité constamment ces éléments-là. Et après, on est un petit peu dans un schéma où on se dit, mais comment ça se fait ? Alors que je veux m'éloigner de ça, mettre ça à distance, comment est-ce que ça se fait ? Que c'est exactement ça qui se rejoue constamment dans mon quotidien ou dans ma vie, quoi. Mais c'est justement parce que c'est une conversation tellement forte que c'est toujours en présence. Toujours. Et c'est toujours en présence, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en vrai, alors c'est assez matérialisé par P.T. Barnum, mais en même temps, il est vu comme un charlatan avec ses freaks, avec ce côté on va rigoler, humiliant, mais il en transforme ça en un spectacle qui attire du monde et qui en fait crée quelque chose de signifiant, de reconnu et d'intéressant pour un paquet de monde en fait. Et on le prend pas on le prend au sérieux malgré le fait qu'il puisse détourner la réalité, la manipuler en modifiant ça. Donc il en fait une force, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, les personnes, bon, il y a un petit groupe là, ceux qui brûlent le théâtre, justement, qui sont en train de rejeter, mais c'est le petit groupe de haters, tu vois, qui arrivent pas à avancer comme la société avance. C'est-à-dire, en fait, c'est cool parce que finalement, on les aime, ces freaks. On voit très bien que c'est des personnes et des êtres humains. Si on prend le temps de les regarder régulièrement à chaque spectacle, on devient proche d'eux. Donc, il fait un super taf connecté à l'amour et au cœur, en fait, P.T. Barnum. Mais il reste enfermé dans son schéma, même si les gens sont en train d'apprécier ce qu'il fait, il est toujours en quête d'aller, ouais, mais je vis encore dans cette carte-là. Dans cette carte du passé que j'ai pas mis à jour parce qu'aujourd'hui elle me sert plus en fait là maintenant que déjà je suis sorti de mon orbite, donc je peux maintenant me rendre compte, c'est bon, on n'a plus besoin de mettre ces moteurs là, maintenant on peut se brancher sur quelque chose d'autre, on peut se brancher sur l'amour, on peut se brancher sur quelque chose de plus calme, on peut modifier sa carte du succès, au lieu de dire c'est l'argent, c'est de sortir de ma condition, c'est ma famille, c'est perpétuer mon théâtre, c'est que mes partenaires soient le plus valorisés, qu'on prenne du temps pour ça. Je mets à jour ma quête maintenant, c'est comment je les intègre, comme tu le disais, dans les salons de personnes riches, à la reine Victoria et compagnie, au lieu de rester sur cette carte d'avant de j'ai honte d'eux comme j'avais honte de moi quand j'étais insignifiant. Et quand j'ai eu honte de moi ou de mon père quand je me suis senti insignifiant, quand j'ai vu peut-être mon père travailler avec ces personnes riches, tu vois. Ouais, mais c'est vraiment intéressant ce dont on parle, je trouve. Vous nous direz dans les commentaires, parce que c'est la quête, c'est le schéma archaïque de la quête. La quête, c'est point A, point B, tu vois. Et encore aujourd'hui, si tu regardes les romans de fantasy, il n'est quand même pas rare que le personnage principal soit une personne dans son adolescence qui a vécu quelque chose d'innommable dans son enfance et qui veut aller récupérer un objet sacré quelque part en ayant sur le chemin tué quelques dragons, évité quelques ensorcellements et vaincu des grands magiciens, tu vois. Et ce que tu nous proposes là quand tu nous exposes ce schéma-là en disant il a pas mis à jour sa carte, c'est
la quête point A, point B que vous aviez quand vous étiez enfant, ou même jeune adulte, votre point B, c'est pas obligé d'être le même. Hein. Et puis vous pouvez vous arrêter en cours de route. C'est peut-être pas forcément d'aller trouver le château. On le voit dans The Greatest Showman. Et c'est là que t'as commencé à réagir avec le film. Quand il commence à avoir l'argent qui rentre dans son business et qu'il investit dans une maison immense sans en avoir parlé à sa femme, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il veut lui faire la surprise. C'est le moment de dire ça, c'est de l'infidélité financière. J'adore ce terme. C'est de l'infidélité financière, ça. Ouais. Alors attends, je finis ma phrase. Et après, Oui, on jump sur l'infidélité financière. Au moment où il achète cette grande maison, toi, t'as réagi. T'as fait « Oh, mais non !» Parce qu'en fait, son système n'est pas prêt à accueillir cette grande maison. D'ailleurs, en a-t-il vraiment besoin ? Non, il l'a juste acheté parce qu'il est encore sur sa vieille carte où, pour un enfant ou un adolescent qui rêve de grandeur et de gloire, avoir une très grande maison, comme les riches, qu'il a connu quand il était petit, là où son père allait travailler, c'est vraiment très très important. Donc il faut cocher tic-tic. Mais s'il avait déjà commencé à remettre à jour son système, il se serait posé la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette maison ? Est-ce que cet argent devrait pas partir ailleurs ou être mis de côté ? Ou est-ce que j'en parle pas à ma femme déjà ? Et oui, et c'est génial parce qu'il y a tellement plein de choses à dire là-dedans. Mais ça résonne beaucoup avec moi qui l'année dernière a joué avec beaucoup plus je suis un esprit millionnaire, donc j'investis fort, j'y vais, et en fait je me crée des grands inconforts parce que l'étape avant de jouer au millionnaire, c'est de stabiliser, de sécuriser les finances. Et ok, j'ai mon matelas, j'investis tranquille, je prends mon temps, j'y vais doucement. Au lieu d'acheter la grande maison tout de suite et d'acheter, comme moi, faire la retraite avec Joranissa, qui est un budget beaucoup plus élevé par rapport à ce que moi je pouvais investir, et puis la retraite aller à Quatcren, et puis dépenser d'autres trucs, et puis de changer mes offres, oh là là, c'était un bordel sans nom. Alors que j'aurais pu y aller tranquillement. Parce que, effectivement, j'avais pas mis la carte encore à jour, j'ai besoin d'exister plus grand. J'ai besoin d'exister plus grande, donc je vais exister par l'argent que je vais dépenser, parce que c'était ma manière de m'aimer. Et donc, je vais me prouver en prouvant au monde que je peux faire des grands investissements et puis attirer du monde dedans. Ce qui s'est réalisé, mais voilà, au prix de très grands inconforts émotionnels. Je n'étais pas accompagné par Eugénie à l'époque, quand j'avais mis en place ces décisions. Et qu'effectivement, écoutez vos femmes, chers hommes, et chères femmes, écoutez vos hommes, ou inversement, ou les couples homosexuels. Non, alors, excuse-moi, je te coupe. Généralement, mesdames, on t'aime fort, Julien. Généralement... Messieurs, écoutez vos femmes, en vrai, sur ce sujet-là. Parce que une femme qui fait un investissement, en général, va en parler à son compagnon ou son mari. Et par contre, le compagnon, je suis désolée de faire une généralité, mais je suis obligée de la faire. Parce qu'il n'est pas rare que les femmes se retrouvent dans des situations, et je pense aux jeunes mères, par exemple, où pendant un certain temps, il faut bien choisir qui va 100% travailler, qui fait un temps partiel, comment on se débrouille avec les entrées, les sorties d'argent, la nounou, les trucs et les machins. C'est souvent l'homme qui a la majorité du budget entre les mains. Et on est encore dans une société où l'homme, de manière générale, les hommes gagnent en moyenne plus que les femmes. Donc en général, c'est pas les femmes qui ont vraiment le pouvoir de faire les investissements jacuzzi, on va appeler ça les investissements jacuzzi. Non mais c'est vrai, ou les investissements voitures. Souvent, nous les femmes, on est mises devant au pied du mur. Monsieur a envie de s'acheter une voiture. Et je suis désolée, j'aime les hommes, mais j'ai vu trop d'exemples et je sais trop que ça marche comme ça pour juste me taire. Souvent, les hommes vont vouloir avoir envie de faire une dépense caprice qui ne sert pas au foyer, mais qui leur sert à eux. La voiture, le jacuzzi, les vacances. La femme n'a pas le pouvoir financier de suivre vraiment, ou comme c'est l'argent du monsieur parce que les comptes sont séparés, ou que c'est lui qui ramène plus, donc c'est lui qui a le prorata des votes, souvent les femmes, qui sont aussi des créatures de lien, vont juste se taire ou dire « oui, bien sûr, mon chéri ». Donc, quand tu nous dis « mon chéri », mesdames, écoutez aussi, messieurs, l'infidélité financière, je pense, est l'attribut du masculin, très largement. Donc, messieurs, s'il vous plaît, écoutez l'extrait qui suit. Aucun souci, hein. Ça c'est clair, moi là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Non, on n'a pas de souci avec Julien. Depuis que je suis arrivée dans sa vie, c'est clair, net et précis. Si j'étais arrivée plus tôt, les amis. Oh là là, ça aurait été beaucoup plus facile mon année et puis mes choix financiers. Mais l'infidélité financière, c'est un terme qui vient d'un homme là que tu me partages et que j'adore, et un petit papy qui parle d'argent, d'investissement, de debt free. Libérez-vous de vos dettes et tout. Moi, ça a complètement aussi changé ma manière de percevoir l'argent et d'y aller tranquillement. J'ai de grandes ambitions, mais je suis pas pressé et je suis en train de savourer le chemin.
et de sécuriser ce que j'ai déjà avant de faire les prochains pas, les prochaines décisions, au lieu de tout brûler, parce que à l'intérieur, c'est la blessure qui parle et pas l'espace du higher self, du cœur qui agit avec détachement et qui voit l'image globale. Et juste pour la parenthèse, l'histoire du jacuzzi, c'est une cliente, je ne vais pas nommer évidemment, mais son compagnon voulait acheter un jacuzzi, et elle avait dit je pense pas que c'est une super idée, surtout financièrement et tout, et il l'avait acheté quand même. Et il était surpris qu'elle n'était pas très heureuse de le voir revenir avec un jacuzzi. Et quand, quelques mois plus tard, vraiment plusieurs mois plus tard, j'ai entendu ce terme infidélité financière, c'est exactement ça. On vient acheter quelque chose qui impacte le foyer d'une jeune maman, qui était maman solo, qui développe son activité, donc qui a besoin quand même un peu de temps, et puis de soutien, et bim, on voit bien qu'il y a des problèmes dans les finances, et que c'est chaud, et qu'on peut peut-être pas partir en vacances, mais il y a un jacuzzi qui est acheté. Et ça, évidemment, c'est très 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 mal passé pour elle. Je ne sais pas par la suite comment tout ça a évolué, mais rendez-vous compte à quel point déjà, il y a des comportements très immatures chez le masculin, qui est un petit garçon qui a envie de jouer avec des gros jouets bien chers, une belle voiture, un jacuzzi, des vacances je ne sais où avec ses amis, des soirées comme moi j'ai pu faire à dépenser beaucoup d'argent. Parce qu'avant tout, à la base, il y a des blessures émotionnelles qui ne sont pas comblées, travaillées, transformées et mises en conscience, et c'est par l'acte d'achat qu'on va venir les régler. Mais ça ne règle rien du tout, à part créer bien plus de problèmes. Donc quand on est entrepreneur, on peut faire comme moi des grands investissements pour pas grand chose et se dire tiens mince, pourquoi j'ai mis autant d'argent et je me retrouve là à galérer et tout. Pourquoi je payais un bureau alors que j'y allais jamais, pourquoi j'avais acheté plein de trucs ou des formations que j'ai pas finies, pourquoi je pars en vacances Corse et compagnie alors que j'aurais pu me trouver un super truc à côté en Bretagne. Tout ça aujourd'hui, je vois à quel point j'ai été immature et irresponsable dans le fait de gérer tranquillement mes niveaux financiers pour sentir que les bases sont solides avant de faire l'achat plaisir et peut-être un peu plus pas extrême, mais quelque chose qui sort un peu de ma réalité parce que je sens qu'il est nécessaire et juste. Mais en vrai, aujourd'hui, j'achèterais pas une voiture parce que je sais que voiture neuve et tout, tu vois, comme il en parle souvent, elle part de la valeur, mais dès le premier mois. Enfin, tu vois, il y a plein d'achats comme ça qui seraient genre idiots, ou alors vraiment, il y a énormément d'argent et on peut se permettre ça, ce qui n'était pas du tout mon cas et encore non plus aujourd'hui. Donc, il y a vraiment tout un sujet autour de ça. Venez à mon atelier sur l'argent, d'ailleurs, ça peut être hyper intéressant. Le 15 février et le 28 février, il y a 2 ateliers de 4 heures, c'est les mêmes, mais vous pouvez prendre la première session ou la deuxième sur l'argent et sur notre relation à l'argent, parce que tout ça, en fait, c'est des schémas à éclairer, et moi, je suis très heureux de les avoir éclairés avec Christian Junot, avec Margot Klein, avec Géraud Anissa, avec toi. Si les hommes, ils écoutent ce podcast, écoutez vos femmes, parce que, en fait, vous allez vous rendre compte à quel point, c'est peut-être pas une bonne idée, le jacuzzi. Viens, on sécure ça, on met de côté. Toi, t'es en train de développer ton activité, let's go. Et chère femme, en fait, aussi, développez votre activité en ligne qui peut devenir rémunératrice, qui peut créer cette autonomie financière pour vous. Et vous n'avez plus la peur et l'insécurité de sentir que les finances, c'est votre homme qui les gère, mais que vous sentez bien que derrière, il y a plein de choses qui sont pas très sécurisantes pour vous. Et donc, du coup, vous pouvez commencer de développer une activité en ligne, un projet en ligne, sans aujourd'hui y passer des heures. Donc, c'est aussi ça, une manière de se sentir, ok, j'ai de la liberté à l'intérieur de moi parce que j'ai mis en place des choses qui ne dépendent pas de mon compagnon non plus. Et c'est chouette de pouvoir se sentir en confiance par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi. Dans un couple où il est acté que le fait que vous développiez votre activité, ça peut prendre du temps et que les victoires, dans un premier temps, seront petites. Parce que si vous avez constamment un compagnon qui vient vous remettre en insécurité en vous disant, quand même, ça prend du temps, hein, tu te rends compte, et puis moi je vais travailler tous les jours du lundi, t'as fait quoi aujourd'hui? Et on va pas s'en sortir, mesdames. Donc il faut vraiment que ce soit clair dans le couple. Mon chéri, je me lance dans cette activité, en toute honnêteté, 2 ans, c'est bien. 2 ans, c'est bien pour se dire qu'on gagne un SMIC, je pense. Hein, faut pas que tous les 2 mois, ils viennent vous voir en vous disant, mais du coup, mais c'est pour ça qu'on peut pas s'acheter le jacuzzi. Et cette année encore, on partira pas en vacances parce que tu ramènes pas d'argent. Du coup, vous allez vous dire quoi? Faut que je prenne un travail de salarié à temps partiel, les trucs et machin. Peut-être, mais peut-être pas. Mettez ça au point dans votre couple pour que ce soit clair. Parce que c'est trop facile de jouer sur ce jeu-là, sinon, et ça va causer des dommages dans la cellule familiale. Et surtout, en fait, rendez-vous compte, 2-3 ans, t'as raison, si on prend son temps, mais si vous allez derrière, si vous êtes culpabilisé, ce qui était le cas aussi de ma cliente, si je dis pas de bêtises, on gagne pas d'argent, peut-être que ton activité, là, ça galère, elle serait bien d'en gagner, mais que vous voyez que la personne achète un jacuzzi, et vous vous dites, je sais pas, c'est quoi un jacuzzi, 10 000 €? Je sais pas, bref. Ces 10 000 €, c'est peut-être, tu vois, elle comptait par rapport aux dépenses, par rapport à son enfant, par rapport à de la nounou, par rapport à des trucs comme ça.
regardez sûr. si vous faites un budget, combien vous pouvez gagner de mois tranquille pour développer votre activité, prendre soin de votre enfant, et que derrière, il y a de l'argent même à mettre de côté, quoi. Parce qu'en plus, souvent, c'est des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. J'ai des hommes qui peuvent faire ces achats-là, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'argent. S'il y a des bons salaires et tout. Mais s'il était vraiment intelligemment géré, comme moi aussi, j'aurais pu bien plus le gérer, cet argent qui est arrivé beaucoup l'année dernière. Tellement facile pour tout le monde, pour le cercle familial. Et pour son entreprise, pour la vie, pour tout, franchement, c'est tellement plus simple. Mais ça vient de dire de quoi? Ça part toujours d'un problème émotionnel. Si à l'intérieur, vous avez ce feu ardent de « il me faut plus, je suis jamais satisfait, il me faut toujours ci, il me faut toujours ça », mais c'est normal en fait que vous pouvez pas prendre les bonnes décisions. Vous êtes dans un tempérament émotionnel immature, débordant. Et je le connais très bien parce que je l'ai vécu. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que le niveau il redescend, parce qu'à l'intérieur, dans ma jauge, il y a beaucoup moins d'énergie consacrée à l'émotionnel, à la pulsion, à la décision comme ça. Ah, je vais faire ça, et je vais faire cette offre, et machin, et machin. Non, en fait, viens, on va laisser descendre, viens, on regarde. Et aujourd'hui, j'en parle avec Eugénie aussi. On avance beaucoup plus tranquillement. Et si vous faites ça dès le départ pour votre activité, en 2 ans, c'est clair, vous gagnez un SMIC. Hein, accepter que dans le couple, cette conversation n'est pas une insulte ni à l'un ni à l'autre. Mettre les finances au centre de l'entité couple qui gère un foyer, qu'il y ait des enfants ou qu'il n'y en ait pas, c'est la base. Je crois qu'il s'appelle David Ramsey. Oui. Le conseiller là dont on parle, américain, il prend des gens au téléphone, il a son petit micro là, et il n'arrête pas de le dire, et ça me semble relativement logique. Si on fait finance à part dans un couple où on n'est en fait pas colocataire, on vit ensemble, on a une vie sexuelle ensemble, on mange ensemble, on passe du temps ensemble, on a envie de partir en vacances ensemble, de créer des projets ensemble, que ce soit des enfants ou des projets d'autre nature, il y a un souci. Il y a un souci à ne pas mettre les finances au milieu. Enfin, un souci. Ça vient dire quelque chose. Mais alors, ne mettez pas le mot souci, n'estampillez pas avec le mot souci comme je viens de le faire, mais ça vient dire quelque chose. Mettez au moins à découvert ce que ça vient dire. Mettez que ce soit clair pour tout le monde. Est-ce que dans ton enfance, truc machin, truc bidule? Est-ce que dans une relation passée, tu t'es fait escroquer, truc machin? Mais parce que ça vient d'une blessure en fait. Soyez clair sur d'où ça vient, cette méfiance, cet individualisme par rapport au pécunier. Parce qu'à un moment donné, il y aura nécessairement un projet, que ce soit l'achat d'une maison ou avoir un enfant, ou le budget nourriture, j'en sais rien, qui vous demande de vous poser la question, est-ce qu'on fait un prorata, est-ce qu'on fait moitié-moitié, est-ce qu'on fait... Juste éclaircissez ça tout de suite et vous serez tranquille pour les années à venir. Et du coup, j'étais en train de me dire, on est reparti perdu dans ce qu'on disait, mais c'est très bien, parce que j'aime bien ces pas de côté qui sont hyper intéressants. Il y a plein d'extraits là d'ailleurs, on va pouvoir sortir pour mettre sur les réseaux là-dedans. Mais dans l'idée, je trouve que c'est tellement important d'aller justement en couple, aller voir les projections que chacun vous avez sur l'argent, et de voir à quel point ça peut nuire à votre couple en fait. Ça peut nuire clairement au couple, encore plus quand vous avez 2 entrepreneurs, ou peut-être un salarié, une entrepreneuse qui se développe. Allez regarder tout de suite l'argent. Donc venez me voir, venez voir Christian Junot, voir d'autres personnes qui parlent d'argent. Mettez de la conscience là-dessus. PKS, on libère ça. Parce que en vrai, moi, si j'ai aujourd'hui, là, le mindset que j'ai, le money mindset en lien avec l'argent, si je m'envoie une capsule temporelle début janvier de l'année dernière, en 2024, genre, j'existe avec et sans dépenser des paquets d'argent pour mon activité. Amen. Clairement. J'existe, je suis reconnu avec et sans dépenser d'argent. De base, Julien, c'est tout. Donc tu peux avancer tranquillement. Et je suis en sécurité avec et sans argent. Ça, c'est super. Avec et sans dépenser un paquet d'argent. Je peux me sentir en sécurité même si j'ai pas plein d'argent qui part. Et du coup, je suis en super méga grande sécurité même si je gère mon argent, même si je contrôle mes dépenses, même si je ne mange pas au restaurant 3 fois par semaine. Et en fait, tout ça, j'aurais pu voir, ah ouais, hein, j'existe inconditionnellement, je suis en sécurité, et en fait, plus je contrôle, enfin plus, non, mais si je contrôle l'argent, je vais avoir encore plus de sécurité parce que je vais voir venir, et donc je vais générer plus d'argent dans mon système nerveux. Parce que, ah ouais, j'ai 2 ans là, imaginons vous avez un chômage, je sais que chaque mois, regardez combien vous dépensez chaque mois et combien d'argent rentre et combien vous en avez besoin. Ah, je sais que j'ai fait ça avec une cliente qui avait un héritage. T'as combien? T'as 20 000. Ok. Tu veux mettre 10 000 de côté, pas les toucher. Ok. Avec les 10 000 qui restent, t'as besoin de combien? Avec mon enfant, maman solo, je crois que c'était 1 500, 1 600 par mois, je suis bien.
Ah ok, génial. Donc tu divises 10 000 par 1005, ça te fait combien? On était à 6 mois, 6-7 mois. Génial, tu as déjà 6 mois où tu sais que tu es tranquille. 6 mois, vous avez des heures pour développer votre activité. Vous n'avez pas un problème au début d'argent ou d'action pour développer votre activité. Vous avez besoin de compétences et donc vous avez besoin de temps pour les développer dans votre activité et votre domaine. Vous avez besoin d'heures. La première chose qui vous manque, c'est des heures. Qu'est-ce qui peut vous acheter des heures aujourd'hui? C'est l'argent que vous avez de côté, du chômage. je mange aussi mes mots. Tu rigoles pour ça. Et donc, du coup, regardez ça. Comment je peux avoir plus d'heures pour développer mon activité? Si vous n'avez pas d'heures, vous n'avez pas d'activité qui pourra bien se développer. Et plus vous avez d'heures, plus vous les dédiez à développer votre activité, pas à tourner sur tous les podcasts du monde, à regarder les trucs. Si vous vous formez, mais à un moment, vous avez juste peur de passer à l'action, venez d'en réveiller cette fois. Et en fait, là, vous allez avoir de l'argent qui va rentrer et vous serez en sécurité parce que c'est bon, je sais combien je dépense par mois. Et là, hop, je viens de rajouter 300 €. Hop, je viens de vendre un mini accompagnement, 500 € en bêta, je suis trop content et c'est parti. Comme toi, Eugénie, tu avais fait rentrer ton premier accompagnement en anglais, 3 mois, 800 €. C'est super quand tu sais que tu mets déjà... Attends, j'ai du mal. Tu sais déjà que tu mets à gauche, il faut qu'on arrête. Et que du coup, tu as des réserves, tu as géré pour Violette, tu as géré avec le papa et tout. C'est trop bien, tu savais que cet argent, bim, qu'est-ce que j'en fais? Hop, c'est du bonus. Tu te rappelles l'argent aussi que tu avais reçu, cadeau magique de la vie après la retraite, qu'elle trouve 1300 € cachés dans le train, bim quoi. Pas caché. Même pas caché, oui. C'était une histoire incroyable. Déposé. C'est une histoire incroyable. J'ai trouvé une liasse de billets en partant de la retraite. Alors, attendez. Franchement, je sais que ça fait déjà 1 heure qu'on fait cet épisode et je sais que Julien, il a un espèce de timer. Si ça dépasse 1 heure, il J'ai rien s'ennuie dit. et il veut qu'on arrête. Mais bon. Non, je m'ennuie pas là. Je crois qu'il faut raconter cette histoire relativement rapidement. En septembre, on fait la retraite puissante en Bretagne avec Julien. Évidemment, la personne source, c'est Julien. Moi, j'interviens avec Céline aussi au cacao et au breathwork. Et on a Anissa Lalaoum et Géraud Deléa qui viennent en tant que mentors. Je vais peut-être éternuer. Et donc, la retraite est super intense. C'est 4 jours. Toi, t'étais encore en Bretagne à l'époque. Moi, j'étais en Vendée. Donc, j'avais fait le trajet et j'étais restée sur place. Ma mère gardait ma fille pendant ce temps-là. Donc, ça avait été un peu d'organisation. Et au moment de prendre le train, le jour où je dois prendre le train pour rentrer, je tombe dans les pommes. Donc, je suis chez Julien. On est rentré de la retraite. Je suis crevée. Et on prend le petit déjeuner. Et je me cogne la main contre la table. Mais genre, un truc innocent. Oui, ça m'a fait mal. Je me suis pris le coin de la table. Bon, mais genre, j'ai dû cogner, je sais pas si vous voyez l'image là, j'ai dû me cogner là, le petit coin, un peu comme quand on se cogne le coude et que ça fait une décharge électrique. Et donc, je dis à Julien, je me sens pas très bien. Et je m'évanouis sur la table du petit déjeuner. Je me réveille, je suis par terre et on décale assez logiquement mon retour en Vendée. Donc je prends pas le train le jour où je dois le prendre, je le prends 2 jours plus tard. Donc moi je culpabilise, je me dis oui, ma mère elle garde ma fille, elle doit se lever tous les matins pour l'emmener à l'école et le soir et c'était déjà 1 semaine mais là en plus c'est 10 jours. Donc voilà, ça ne va pas dans mon monde, je me dis c'est terrible. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le jour où je prends ce train, du coup, que j'étais pas censée prendre, c'est pas celui que j'ai booké, hein. Celui que je prends donc 2 jours plus tard, après m'être remis sur pied. On rentre dans le wagon avec Julien. Je me choisis un siège, lui, et je m'assois. Et il y avait un billet de 50 € par terre, sous les sièges qui étaient devant mon siège. Donc Julien et moi, on le voit, on se dit, waouh, l'abondance, c'est génial. Tu vois, c'était un signe qu'il fallait que je prenne ce train. Oh, bisous, au revoir, à bientôt. Et il s'en va. Et en fait, je m'assois. Et entre les 2 sièges devant moi, donc sous les accoudoirs des sièges devant moi, il y avait une liasse de billets. Donc je vois la liasse, mais je vois pas de combien, je vois pas le montant des billets. Donc je prends la liasse et là je suis hyper choquée. Je me rends compte que c'est une grosse liasse que de billets de 50 €. Et là je me mets à paniquer et je me dis et je le range dans mon sac en me disant s'il y a quelqu'un qui passe, paniqué, vous avez pas vu truc machin, la police, c'est en sécurité. Et puis si personne vient, c'est l'univers et l'abondance. Et vous savez quoi? Personne n'est venu. Donc je suis revenue avec une liasse de 1300 € donnés dans ce train que je n'étais pas censée prendre. Et à cause de cet évanouissement qui m'a fait tellement culpabiliser par rapport à mon travail, ma mère, mes responsabilités, ma vie, quoi. Incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent? Tu l'as tout de suite dépensé dans un jacuzzi ou t'as fait quoi? Non, j'ai une jarre d'abondance à la maison. C'est mes économies. Alors pas les économies que je mets à la banque, mais c'est les petits
les petits montants que je peux mettre de côté, les petits billets que je peux mettre de côté, je les mets dans ma jarre d'abondance avec des petites prières sur un bout de papier, des cristaux, des trucs, des machins. Ça fait des années que je fais ça. Ça fait des années que j'ai une jarre d'abondance. C'est pas toujours la même. Et là, j'ai pris l'alias et j'ai fait boum dans la jarre d'abondance. Et voilà. Non, je l'ai pas dépensé tout de suite. Et donc c'est ça en fait, c'est de voir à quel point déjà, alors il y a plein de choses sur l'argent et tout, ça peut être hyper intéressant, mais comment vous allez gérer cet argent qui peut vous arriver, et si vous êtes dans un système posé, ancré, pas relié à l'émotion, génial, c'est du bonus parce que vous savez déjà que c'est pris en charge, que votre activité se développe, hop, au début il n'y a pas beaucoup d'argent, puis après il y en a, et c'est que du bonus, et la vie peut vous en amener aussi d'autres, des bonus et l'héritage ou autre, mais si vous êtes déjà en relation avec l'argent en mode dépendance affective, conflictuelle, et que vous n'avez pas réglé ces schémas-là, eh bien en fait, vous n'allez pas pouvoir faire fructifier tout ce que vous allez engranger, vous allez vous créer beaucoup d'insécurité, et c'est ce qui se passe aussi dans le film, si je reboucle avec P.T. Barnum, et puis également notre cher Hamilton, mais il y a peut-être moins l'argent avec Hamilton. Ouais. Tu vois, il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'argent, il y a l'ordre de la legacy, tu vois, je veux marquer, je veux laisser ma trace, tu vois. Je veux vraiment être signifiant dans cette histoire mondiale. Il l'a été. Il l'a encore. Et par contre, sur l'argent, genre, j'achète un palais, mais immense. Alors, il arrive à s'en sortir après, hein, parce que finalement, il a évidemment bien géré tout, mais tout de suite, et c'est ça, les gens qui gagnent au loto, qui sont très pauvres, et j'en parlais dans une story par rapport à moi, dans une Reels, tout de suite, on vient, oh là là, ça y est, on dépense, on y va et tout. Maintenant, gardons-le, faisons-le fructifier, acceptons d'être un écureuil et aussi d'accepter d'être en sécurité avec beaucoup d'argent de côté. Ça aussi, hein, c'est un truc de ouf à quel point mon système nerveux, il sait, mais ça c'est dangereux, ça dégage, vas-y. Et vous allez créer peut-être des bagnoles à réparer, des problématiques dans votre maison, des trucs comme ça, ou du vol, parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez un système qui ne veut pas garder cet argent, qui est content de l'avoir, mais qui veut le faire repartir aussi vite. Et ça, c'est très en lien aussi avec ma mère et le lien avec argent égale maman. Et c'est vraiment hyper intéressant d'aller plonger là-dedans. Bref, je recentre un petit peu parce que c'est très intéressant ce dont on a parlé, mais juste pour revenir sur les peurs, on en fait une dernière. Et je trouve que celle-ci est hyper intéressante. Manquer de temps et être dans ne pas avoir le temps de finir leur œuvre. Et ça, c'est vraiment génial. Je trouve beaucoup plus ardent et présent chez Hamilton que chez P.T. Barnum. Oui. Parce qu'il y a vraiment l'idée, je ne peux pas me reposer, donc tu en as parlé pour Hamilton. Je dois écrire. Il écrit plus que tout le monde. Il écrit, mais genre à un moment, il donne la liste, tu sais, d'essais qu'il devait écrire. Il en a fait 50, 60, je sais pas quoi, en un temps incroyable. Il manque toujours de temps. Et il est jamais satisfait. Il y a une chanson autour de ça aussi. Il y a l'idée vraiment de je vais manquer de temps pour faire mon œuvre, tu vois. Et donc du coup, effectivement, on peut brûler les étapes. On peut avoir une grande énergie d'ambition, mais on peut aussi brûler les étapes et finalement ne plus avoir de temps du tout parce qu'on est mort ou qu'on a tout cassé ce qu'on était en train de construire, tu vois. Tu veux continuer ou pas là-dessus ? Non, mais je t'écoutais, je buvais tes paroles. Oui, beaucoup plus présent dans Hamilton. Hein. Il y a des chansons qui sont dédiées à ce comportement-là. Effectivement, alors je pense que ça rejoint ce que je disais au début par rapport au le génie est en moi, donc il faut absolument que l'œuvre soit sortie avant que je meure, parce qu'avec moi va mourir le génie. Et en fait, je pense qu'on a tout intérêt pour notre santé mentale à arrêter de se prendre pour des dieux ou des génies et à rediviser, et on en parlait aussi dans Réveiller, votre projet. Je sais sur quoi on va enchaîner. Ce podcast ne va jamais s'arrêter. C'est que des trucs intéressants autour du business. Pour votre santé mentale, considérez que votre projet n'est pas vivant juste à l'intérieur de vous. Mettez-le à l'extérieur de vous, comme votre génie. Donc vous pouvez faire à la Elisabeth Gilbert. Vous avez un génie et vous co-créez le projet. Ce qui veut dire que vous vous mettez tous les jours, bon ça c'est son modèle à elle, hein, mais à la même heure, à votre table de travail devant votre ordinateur et vous êtes en présence parce que le génie qui co-crée ce projet avec vous est au courant que le bureau ouvre à 9h tous les lundis, se ferme à 17h tous les soirs et puis le vendredi se ferme définitivement pour le week-end et que s'il ne se passe rien pendant ces créneaux, ce n'est pas de votre faute. C'est de la faute de votre génie qui, lui, ne vient pas faire son travail au moment où le bureau est ouvert. Ok ? Vous pouvez le voir comme ça. Ou voir que votre projet est à l'extérieur de vous comme une entité vivante. C'est-à-dire que vous conversez avec, quand c'est bloqué, quand vous êtes frustré par rapport à votre projet, vous parlez avec lui, donc dans l'invisible. Hein. Les gens qui nous écoutent et qui sont pas versés dans l'invisible doivent se dire de quoi elle parle. Mais une relation qui met le projet à l'extérieur de vous, c'est-à-dire que si vous laissez tomber,
comme n'importe quelle relation, s'il y a une mésentente, s'il y a des conflits d'intérêts, c'est pas grave, le projet peut aller vivre sa vie ailleurs. Vous n'avez pas un truc de vie ou de mort, littéralement, à vous dire faut absolument que ça sorte avant que je meure parce que sinon c'est la fin du monde. Non, il est déjà à l'extérieur. Et pareil, Elisabeth Gilbert, elle le dit aussi par rapport aux idées. Les idées, il faut leur parler. Il faut leur dire, vous êtes en train de conduire, vous n'avez pas de crayon, papier, pas de quoi noter, vous pouvez pas. Ça, vous dites à l'idée, pas maintenant. Reviens lundi à 9h quand le bureau sera ouvert. Voilà, je serai là, je t'attends. Comme tu dirais à quelqu'un qui te dit, je sais pas, vous êtes chapelière, il est magnifique votre chapeau, je voudrais vous commander un chapeau en vous croisant dans la rue. Ben, c'est dimanche à 14h. Très bien, ma boutique est à telle adresse, j'ouvre lundi à 9h. Ah, ça tombe bien, je suis disponible. Eh bien, très bien, on s'y voit et on fera la commande ensemble. Le projet, c'est pareil. Il faut arrêter de fantasmer le truc, genre c'est moi, je suis la source de tout, c'est faux. C'est faux. La source nous traverse, elle est plus grande que nous, elle est plus grande que nos parents, elle est plus grande que notre lignée familiale. Elle était là avant nous, elle sera là après. Laissez-vous traverser. Si vous êtes dans une sale relation avec votre projet, parlez-lui. Si c'est irrévocable, vous pouvez plus vous entendre, il va aller ailleurs. Et personne n'est condamné à rester dans un truc toxique qui va vous rendre malade et détruire tout ce que vous avez construit dans la 3D. Votre entourage, votre famille, vos rythmes de sommeil, votre santé. Voilà, juste mettez cette distance saine et n'en parlons plus en fait. Et ce qui veut dire, mettez aussi de la conscience sur le fait de vous arrêter, de fermer boutique et de comprendre qu'est-ce qui inconsciemment vous empêche de vous arrêter. Quel est ce vide intérieur qui a l'urgence d'être rempli continuellement en dehors des heures normales de travail et également en dehors de l'écoute de vos besoins, de votre fatigue, de la vie de famille, des événements que vous manquez parce que le travail est plus important et de cette pensée, même si vous avez coupé, qui est toujours obnubilée et votre présence dédiée à votre projet mais pas votre vie avec votre compagnon, votre compagne et compagnie. Donc ça, c'est vraiment d'aller écouter. Et puis, on voit plein de schémas. Moi, j'avais une cliente, justement, la semaine dernière, autour de ce sujet-là. C'était très, très relié à son père. Et en fait, son père s'est fait agresser très violemment par l'ex-compagnon de sa maman, qui, apprenant qu'elle était enceinte, a pété un câble et a voulu, je pense, tuer, en tout cas, très violemment blesser le papa de cet enfant. Et donc, elle a vécu ça dans le ventre. Et il y a quelque chose de très fort qui s'est engrammé en elle, dans l'idée, j'associe la sécurité de mon père à mon existence, à mon arrivée sur Terre. Et donc, je me culpabilise, je me responsabilise. Et donc, si je m'arrête, je vais mettre mon père en insécurité. Je vais mettre mon père même en danger. Il y a quelque chose de l'ordre de je dois vivre. Et on a l'impression que vivre, c'est être dans le mouvement, dans l'action, je prouve mon existence par le faire. Je le connais très bien, ce truc-là. Je prouve que j'existe parce que je fais. Alors que j'existe également, et surtout parce que je suis. Et que je vais faire, mais en partant d'un je suis apaisé, calme, qui va du coup suivre ces élans créatifs de vie et d'action, de défis et compagnie. Mais il y a l'idée de j'existe dans l'être et dans le faire. Mais si vous êtes tout le temps dans le curseur du faire parce qu'il y a un besoin urgent et vraiment tellement puissant à l'intérieur de vous, lié à un schéma limitant comme ma cliente, même pas schéma limitant, schéma traumatique de votre vie, évidemment c'est dur de fermer la porte, dur de dire stop, parce qu'il y a quelque chose de... comme Hamilton et comme P.T. Barnum, de tellement puissant à l'intérieur de vous que si vous n'avez pas éclairé ce schéma ou que vous n'allez pas aider à comprendre pourquoi vous avez du mal à vous arrêter, ça va être très difficile, la résistance va être énorme. Quand vous libérez des schémas, c'est beaucoup plus facile de vous arrêter, de changer de comportement et de voir que naturellement ils se font comme ça. Moi je vois par rapport à l'alimentation, par rapport au poids, là je suis en train de perdre du poids et tout, parce que juste je diminue, je regarde, mais c'est même pas un effort. C'est juste parce qu'il y a quelque chose en moi qui s'est calmé, apaisé, et qui est en train de se transformer alors que j'ai essayé toute ma vie de perdre du poids, que j'ai fait des yo-yo du haut, du bas, parce qu'il y avait quelque chose toujours d'émotionnel qui prenait les commandes. Et il s'est passé tellement de transformations en lien également avec l'argent de l'année dernière qu'aujourd'hui ça devient beaucoup plus calme et qu'en fait je sais que j'ai juste à regarder ce qui rentre dans mes calories et d'augmenter mes dépenses énergétiques. Et voilà, on perd tranquillement. Et sans stress, il faut que je perde 5 kilos par semaine. Tu vois ? Non, tranquille, 300 grammes, super, 500, mazel tov. Viens, on prend le temps de faire les choses. Pour votre activité, c'est pareil. Et également pour le fait que comment je peux m'arrêter, comment je ne peux pas m'arrêter et pourquoi. Donc on met de la conscience, PKS et compagnie. Et c'est ce que toi tu fais aussi beaucoup, Eugénie, c'est t'apprends aussi dans le pilier Mood Boost aussi et ce rendez-vous chaque semaine avec mes clientes de réveiller.
avec nos clients de réveiller, c'est l'idée comment on s'arrête déjà. On prend 1 heure et on vient un peu parler valeurs, parler conscientisation, parler PKS s'il y a besoin pour libérer, mais comment j'apprends à m'arrêter, parce que votre business, il va vraiment s'auto-saboter si vous n'arrivez pas à vous arrêter, quoi. En fait, vous êtes en train de tout faire pour que finalement, il ne réussisse pas comme vous le souhaiteriez pour derrière avoir de l'argent qui rentre et quelque chose qui se déploie vraiment en grand, quoi. Un petit peu de PKS. Tu peux. Ouais, on fait un peu de PKS sur le fait de manquer de temps et de s'arrêter. Bon, bah, pour ma cliente, Ouais. c'était autour de... Je parlais de ça de mon père. Déjà, je suis pas responsable de la sécurité, de l'insécurité de mon père. Hein. Ça, c'est lui qui en est responsable. Souvent, les parents, les enfants, on prend ça. Hein, si vous accompagnez du monde, vous le savez. Hein, c'est parce qu'avant tout, vous l'accompagnez papa ou maman. Hein, et vous voulez les sauver. Sauf que c'est leur responsabilité, c'est des grands. Et toutes les personnes, vos clients, ce sont des grands et des grandes aussi. Hein. Donc, vous pouvez accueillir ça. Mais vas-y, fais un peu des phrases PKS si tu veux avant qu'on termine. Alors attends, d'abord, on pose le cadre. Oui. Le PKS, Oui. le Peter Koenig System, créé entre les années 80-90 par Peter Koenig, qui est britannique et qui est plutôt un coach de l'argent. Il crée ce système pour améliorer notre relation à l'argent, et puis il se rend compte que ce système fonctionne aussi pour libérer de l'émotionnel. Et que finalement, travailler sur l'argent, c'est bien, c'est son dada, mais si on vient pas libérer les schémas émotionnels qui bloquent notre rapport à l'argent, ça sert à rien en fait. Donc, on utilise ce système pour aller refaire circuler les énergies, les croyances, le rapport à certaines choses. Ce sont des conversations là qu'on fait générales parce qu'on vous a pas en individuel. Donc peut-être que ça va pas résonner avec vous, mais si ça résonne, je vous garantis que vous allez le sentir. Vous allez le sentir comment ? On va vous demander de répéter des phrases courtes et vous allez le sentir dans votre corps. Et comme Julien aime à le dire, le cerveau va vous dire « Non, mais ça fonctionne pas, c'est une blague, charlatan !» Comme P.T. Barnum. Quelle farce ! Bon, mais aujourd'hui, c'est pas au cerveau qu'on demande. Et quand on fait PKS, on demande au corps ce qu'il dit. Et le corps, souvent, va vous dire « Ça coince ici, au niveau de la gorge, ça fait mal dans le dos. » ou « Ah !» Et c'est ça le signe qu'on va entendre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient en résonance, avec quelque chose de plus profond et qui n'est pas éclairé. Et ce sera peut-être jamais éclairé, mais le système en lui-même, avec son va-et-vient d'affirmation, vient faire le travail. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est déjà grandement suffisant pour améliorer notre quotidien. Voilà. Donc autour de la thématique d'aujourd'hui, je te laisse commencer, Jus. Alors déjà, la posture du PKS et des affirmations à prononcer, vous mettez vos pieds au niveau du sol, jambes décroisées, vous relâchez les épaules, vous mettez bien, faites une inspire-expire si vous avez envie. Et puis vous mettez les mains en position d'ouverture, puis moi j'invite à fermer les yeux parce que ça vous permet de vous couper d'un nombre incroyable de stimuli et de vous concentrer sur le corps en principal. Les oreilles et les autres sens sont présents, mais les yeux fermés, vous imaginez pas le nombre d'informations qui diminuent dans votre champ et dans votre système. Ça, c'est hyper important. Ou semi-clos, comme on dit en méditation. Donc ça, vous pouvez faire ça. Et puis, je sais pas quelle phrase autour du fait d'apprendre à s'arrêter. Si on était là, je manque de temps, quoi. Comme si, voilà, vous êtes poursuivi par le temps, comme s'il y a une menace à vous arrêter. Alors, ça serait intéressant d'aller éclairer quelle est la menace, en fait. Parce qu'évidemment, vous êtes toujours avec un système nerveux qui se pose la question, est-ce que je suis en sécurité à cet instant ? Si je m'arrête et que vous vous sentez en insécurité, pourquoi ? Alors après, on pourrait formuler, donc ça va être générique, comme l'a dit Eugénie. Tu verras ce qui devient pour toi. Là, c'est un peu plus en groupe. Et puis, comme avec ma cliente, évidemment que j'ai besoin d'être avec vous pour aller creuser, qu'on aille voir dans votre système qu'est-ce qui se passe vraiment et que ça résonne avec votre corps en ping-pong. Là, on vous a pas, mais on vous aide à goûter le PKS et voir déjà ce qui peut s'y passer. Et derrière, je fais aussi un coaching groupe en ce moment, 1 fois par semaine, de 45 minutes. Il y a 1 ou 2 personnes qui passent et déjà, ça peut vous aider juste d'écouter, d'être là en présence. Bref, les infos dans la description. Donc dans l'idée, vous fermez les yeux et vous allez pouvoir prononcer par exemple « Je suis en super méga grande sécurité, même si je prends le temps de m'arrêter. » Ça c'est la première déjà, si vous êtes tout le temps dans l'urgence et vous n'arrivez même pas à vous poser un midi pour manger, vous travaillez en même temps ou que le soir, vous êtes tout le temps en train de courir et puis le week-end aussi et tout. En fait, je suis en sécurité. Déjà, vous pouvez rassurer votre système en lui disant « Ok ». Vous pouvez dire également la fameuse « Je suis un merveilleux cadeau de la vie et j'ai une valeur inestimable avec et sans prendre du temps pour moi. » Donc là, ça veut dire que si vous prenez du temps pour vous, vous en prenez pas, dans tous les cas, vous restez un merveilleux cadeau de la vie et vous avez une valeur inestimable. Mais souvent, ça va être autour du fait de « Ok,
j'ai une valeur inestimable, je suis un merveilleux cadeau de la vie, même si je suis la reine des feignasses, par exemple. Donc déjà, on pourrait associer le fait que je peux m'arrêter et je serai aimé et j'ai de la valeur, même si on me dit que je suis une feignasse. Parce que peut-être que j'associe le fait de m'arrêter à je suis la reine des feignasses. Et qu'on ne peut pas dire ça de moi, je veux surtout pas dire ça de moi. Et dans ce cas, si l'opposé de la reine des feignasses, c'est je suis une femme qui travaille dur, qui atteint son œuvre et sa mission, même si je suis la reine des feignantes qui ne fait rien du tout dans ses journées. Le cerveau, il part en cacahuète. Parce que oui, plus vous allez prendre finalement du temps pour vous et laisser grandir vos idées, plus vous pouvez être remarquable, remarquer et avoir des super inspirations et créer du contenu et travailler aussi dans votre activité. Mais dur, ça peut peut-être être 1 heure concentrée à fond et quelque chose de puissant sort parce qu'il y a eu 4 heures de méditation avant. Donc c'est d'aller venir voir à quel point les deux sont toujours la face d'une même pièce. Votre réussite vient du fait de vous arrêter et du fait d'actionner. Mais par moments, ça peut être intense parce que peut-être c'est une... Regarde Hamilton, et ils en font combien il a dû bien travailler, à des moments forts et réguliers, mais il a aussi dû se reposer et s'arrêter. Parce qu'il ne peut pas être à ce niveau-là, quand on parle de Manuel Lin Miranda, à autant de création et de créativité s'il ne prend pas aussi du temps pour s'inspirer. Regardez toutes les routines des grandes personnes connues, des artistes ou comment ils s'appellent, tous les écrivains français et compagnie. Il y a tout un livre sur les routines que j'avais lu qui est super intéressant. Ils avaient tous des grandes marches en fait. La plupart du temps, ils marchaient pour intégrer, laisser passer leurs pensées. Quand ils marchaient après le repas où ils ont écrit le matin, ou des routines d'écriture, comme le disait Elizabeth Gilbert, ou aussi, comment il s'appelle, l'écrivain qui écrit des trucs d'horreur que je lis jamais mais que j'aime beaucoup. Stephen King. Stephen King, je l'oublie tout le temps. Stephen King, il allait marcher aussi, donc vous avez besoin d'intégrer et tout. Donc prenez ces temps de repos pour créer des grandes œuvres et ne soyez pas dans cette urgence. Mais vous avez besoin d'accepter peut-être la feignasse, le feignant ou je ne sais quoi. Et c'est là où vous allez voir les ombres qui se cachent derrière le fait de s'arrêter pour vous et votre système et votre schéma familial et votre schéma global, parce que ça veut dire aussi de nous, aux États-Unis, ce serait pas la même si on était là-bas que si on est français et compagnie, quoi. Voilà. Pour ça, est-ce que toi, tu as des phrases qui te viennent ? Je sais pas si ça... non, mais je pense que tu as bien couvert. Moi, je veux bien que tu nous les dises plus lentement. Comme ça, les gens qui ont leurs yeux fermés... Il faut laisser les encarts pour que les gens répètent en fait en écoutant l'épisode, parce que si on ferme les yeux, on n'a pas le temps de les répéter après toi. Mais je pense que sur ce sujet-là, on est bien. On parlait du ridicule tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en faire quelques-unes sur le sujet du ridicule et d'être moqué, d'être jugé et humilié ? Ok. Donc, ça serait pour vous si j'ai peur d'être ridicule et d'être humilié, peut-être que le revers, c'est j'ai envie d'être admiré, respecté. On pourrait partir sur ces deux polarités. Et donc, on pourrait dire, je vais essayer d'aller encore plus doucement, je suis super méga ridicule et c'est bon. Donc là, on accueille le truc pas chouette. Et si ridicule ne vous va pas, humilié, détesté, raillé, et vous ajoutez c'est merveilleux et c'est ok. On pourrait tenter ça. Je suis le roi du ridicule. Tout le monde me traite de charlatan et c'est merveilleux. Et écoutez ce qui se passe dans votre corps. Écoutez bien ce qui se passe et peut-être juste le fait j'ai entendu le mot qu'il m'a dit mais je peux pas le prononcer. Génial, pépite. Allez-y, essayez. Et dites à votre tête, c'est des bêtises qu'il nous raconte, c'est des conneries, c'est un charlatan. Mais j'essaye quand même. Et le corps, vous allez voir. Ah ouais, il y a des trucs qui se passent. Trop bien. Continuez là-dedans. On fait la polarité, complémentaire à accueillir justement le pire pour notre système. Et ben on va accueillir le côté chouette et on va le déconditionner du côté négatif qu'on n'aime pas trop dans notre système mais qu'on a déjà commencé à intégrer. Donc on va dire, je suis admiré, super méga respecté et reconnu par la terre entière. Je suis super méga admiré et reconnu par la terre entière, même si je suis le roi des charlatans, ridicule, et que la terre entière se moque de moi.
Et vous revenez au corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Est-ce que soudain vous avez envie de faire pipi? Oh, c'est bizarre. Vous avez besoin de partir pour ne surtout pas écouter l'exercice. Ça compte aussi. C'est ça. Et donc là, vous écoutez, puis vous refaites les phrases, vous ajustez les mots, et puis évidemment, en séance, on part de ça, et vient, on va, ah ok, puis machin. Puis après, il y a plein d'outils, on peut aller voir l'enfant intérieur, les loyautés, déloyautés familiales. Maintenant, il y a de plus en plus d'échanges de poids, de rendre des poids à sa famille. Moi, j'aime bien maintenant faire des visualisations, ou faire parler à la place les personnes pour qu'elles vous entendiez peut-être des paroles d'amour de votre père, de votre mère. Il y a plein de choses, ça commence à danser vraiment. Ça vient dans ma formation PKS, qui devient de plus en plus une formation de ma méthode de coaching, qui prend plein de choses, beaucoup de Christian Junot et du PKS, du Peter Koenig System, mais également de la visualisation, mais également des mots, des trucs, des choses que j'ai entendues, et puis des élans de créativité qui viendraient dans le moment du coaching. Donc on s'amuse bien, il y a des trucs vraiment chouettes. Et là, prochainement, je ferai aussi, je pense, des visualisations autour de rencontrer son entreprise, l'entité énergétique de votre entreprise pour échanger avec elle, pour voir les prochains pas à faire. C'est des trucs géniaux à faire là-dessus. Il y a également la pyramide de la sagesse, où on vient un peu voir une entité sachante et son higher self dans un espace sécurisant pour échanger, demander des conseils, des guidances. Et vous pouvez faire venir Pythagore, toutes les personnes que vous souhaitez dans ces espaces ou dans vos rêves. Enfin, vous pouvez jouer avec la visualisation, c'est incroyable. Donc il y a plein de choses à imaginer. Et puis avec ChatGPT, ce que j'utilise pour les phrases PKS, également pour me donner des idées de visualisation. Donc il y a des trucs géniaux qui arrivent et vous verrez, c'est dans ma méthode d'accompagnement. Mais Eugénie, toi aussi, tu vois dans ce que tu développes avec le PKS que tu peux y mettre ta teinte, tu y mets de l'astro, tu mets également des visualisations, il va y avoir du chant et des archétypes, des trucs passionnants. Plus astrologie, PKS toujours, racine PKS comme toi, mais moi je vais aller voir les archétypes astrologiques, les archétypes aussi de manière générale. Je suis en train de designer ça. Un peu comme toi, méditation aussi. Aller voir dans l'invisible les dialogues qu'on pourrait avoir pour ne plus subir sa réalité. Tout à fait. Avant de terminer, je vous parlais au démarrage des choses à faire attention pour vous en tant que solopreneur, entrepreneur, des conseils pour que vous puissiez un peu repartir de cet épisode. Alors déjà, vous avez plein de trucs pour vous, j'imagine, mais de ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Et de gérer au mieux votre ambition, de mettre de la conscience sur votre ambition pour ne pas être brûlé, burn-outé, débordé. Le burn-out, c'est ça, c'est Icare aussi, qui se brûle ses ailes à vouloir être en quête de perfection ou de satisfaction, et comme on n'est jamais satisfait avec la blessure, on se crame. Et dans l'idée, ça serait, sur les 10, je vais vous en prendre 5, et vous allez voir comment ça peut résonner pour vous. Puis toi, tu me diras, Eugénie, si t'en as un qui t'a parlé en particulier. Mais j'avais bien aimé, et t'en parlais, fixez-vous une définition claire du succès. Et remettez cette définition à jour régulièrement. Parce que ça, c'est hyper important, à quel point, en fait, ça vient déterminer que, ok, c'est pas du tout la même ambition et le même chemin. Et que c'est cool de voir que votre point B, il y a le point C après, en fait. Ou que dans le point A, il y a plein d'intermédiaires avant d'arriver à point B si c'est le grand final. Et moi, je voyais, par exemple, j'ai remis ma carte à jour, parce que ma priorité, c'est devenu la famille avec ton arrivée, le couple et la famille avec Violette. Et donc, du coup, c'est pas du tout les mêmes décisions. Et ça, c'était génial pour conscientiser ma relation à l'argent. Le deuxième, apprendre à dire stop. S'arrêter, quoi. Clairement. Apprenez à vous arrêter, et comme on l'a fait avec le PKS, mettez des limites dans vos journées, dans votre agenda, pour vous, pour votre bien-être et pour votre famille. Apprenez à dire stop à vos dépenses. Apprenez à dire stop à vos dépenses temporelles. Vraiment, c'est tellement important. Et apprenez à dire stop à vos émotions, à vos élans impulsifs qui partent d'une blessure pour aller juste les observer. Ensuite, ne courez pas après la validation des autres. Ça, c'est clair que c'est vraiment un vrai gros sujet pour moi, parce que d'exister dans le regard des autres, ça me conditionne à la validation extérieure, à entendre des critiques, à entendre des jugements, des points de vue, des machins. Parce que oui, humiliez-moi, j'adore ça, parce que c'est aussi une manière d'être aimé par vous que de me sentir jugé et critiqué par vous. Et donc, détachez-vous du regard extérieur. Ça serait vraiment quelque chose de très très important qui va vous aider à avancer avec une ambition saine et claire. Et ne sacrifiez pas tout sur l'autel du travail. C'est clair que ça relie à dire stop, mais le travail, même si votre œuvre est passionnante, et on le voit bien, nous on adore ce qu'on fait, mais on peut se faire consumer et se faire déborder par ça. Donc tout ça, finalement, c'est rare les personnes sur leur lit de mort qui vont dire « j'aurais aimé tellement plus travailler ».
Et en fait, c'est peut-être les plus grandes feignasses du monde qui du coup, j'étais tellement bien à rien faire et c'est ok, on a le droit. Mais en vrai, on regrette pas de pas avoir plus travaillé. On va regretter. Vous avez les 5 choses que les personnes disent sur leur lit de mort. La première, je crois, c'était j'aurais aimé passer plus de temps avec ma famille, pas au travail. On aime notre passion, mais moi, je préfère les moments comme on fait là. Même si c'est du tram, il y a des moments de connexion avec toi, les moments où on est avec Violette, où on va voir Violette d'Orange justement avec ta maman, où on va manger à midi avec elle. C'est tellement plus précieux ces moments-là que finalement de vous coacher autre, même si j'adore ça, mais il faut un équilibre, quoi. Oui, alors ça ne parlera peut-être pas aux gens qui ont des relations conflictuelles avec leur famille, mais j'invite, dans le respect de cette 5e suggestion, je vous invite à vous dire que votre relation à votre famille, c'est un peu comme votre relation à votre travail, dans le sens où c'est aussi un espace de co-création, et que l'attention que vous mettez dans votre travail à construire un projet qui tienne la route, vous pouvez aussi y contribuer dans votre schéma familial. Et pas forcément dans le visible, parce que vous pouvez effectivement peut-être avoir des membres familiaux défunts, des relations qui sont tellement toxiques que vous ne pouvez plus vous approcher, ou vous décidez de ne plus vous approcher de la personne, et la suggestion n'est pas de re-rentrer en contact pour régler quoi que ce soit, mais prenez du temps pour vous, pour retravailler comme sur un projet sur votre relation familiale, possiblement dans l'invisible, pas forcément que dans le visible du coup. Ça fait aussi partie de cette démarche créatrice qui vous plaît tant dans votre travail. Vous voyez, il y a plein d'autres espaces où ça se joue et on condense ça dans le travail comme l'accomplissement ultime. Mais au même titre que peut-être pour certaines personnes, l'accomplissement ultime, ce sera d'avoir eu des enfants. Il ne s'agit pas de juger, mais juste de mettre de la lumière sur le fait que les espaces d'accomplissement sont absolument multiples. Et c'est presque un affront à votre vie de ne vous dédier uniquement qu'à votre travail, alors que vous représentez tout ce panel dimensionnel et que vous servez à toutes ces causes professionnelles, familiales, sociétales, et que vous n'investissez pas ces espaces à la peut-être petite hauteur à laquelle vous pourriez les investir. Ne désinvestissez pas le reste, les autres espaces au profit seulement de votre travail. Et c'est hyper intéressant, et j'ai terminé là-dessus, parce que j'en ai fait 5, hein. Je les ai dit tous, oui, les 5, je ne l'ai pas compté. Je crois. Là, en tout cas, tu me fais penser à quelque chose de super intéressant en lien avec l'épisode sur la mer qu'on a écouté, passionnant, du philosophe qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Métamorphose, le podcast sur la mer. Vous allez voir, peut-être que Jenny va nous trouver en attendant. Je vais regarder. Comme la mer, l'entité mer, l'archétype mer, il y a des fonctionnalités de la mer. Le travail, pour moi, tu vois, ça me fait penser à ça. Il y a des fonctionnalités que le travail remplit. Un travail passion, un travail de cœur. Mais ces fonctionnalités, si vous ne vous les offrez que dans le travail, c'est que vous manquez d'équilibre dans d'autres sphères de votre vie qui pourraient être équilibrées aussi en dehors du travail, mais avec la même fonction que le travail, en tout cas chez vous, apporte. Si c'est la créativité, j'adore écrire des contenus et tout ça, mais il n'y a que dans le travail que j'ai de la créativité. Comment je peux nourrir ce pilier de la créativité dans d'autres domaines ? Et la créativité avec mes enfants, avec mon chéri, avec un spectacle, avec des films. Peut-être en fait tout de suite vous allez voir que vous pouvez vous nourrir de la même fonction que le travail vient nourrir, mais vous avez que ce pilier-là et du coup vous vous sentez un peu démuni. Regardez les fonctionnalités du travail et allez les chercher ailleurs dans d'autres sphères privées ou personnelles. Je trouve que ça c'est super chouette. Comme la mer, justement, il y a des fonctions nourricières de la mer, mais il n'y a pas que la maman. Et si vous avez des problèmes avec votre maman, la nourrice peut être incarné par plein de sujets, comme écouter un podcast, on est en train de vous nourrir là, on est dans notre fonctionnement féminin, yin, on est en train de vous nourrir avec des concepts, des pensées et nos énergies, quoi. Alors, toutes ces conversations sont passionnantes, et je pense que du coup, la dernière invitation, et peut-être qu'on peut s'arrêter là-dessus, c'est effectivement d'aller écouter cet épisode de podcast dont on vous parle. Les gens, ils vont plus s'arrêter d'écouter des podcasts. Qui vient du Métamorphose podcast. C'est l'épisode 562 avec Maxime Rovert. Je crois que ça se prononce comme ça. Et c'est un épisode qui nous parle du rapport à la mer. Mais comme vous vous en doutez, c'est un sujet très très vaste. Ça vient vraiment remettre les choses à leur place, hein. Ça doit faire à peu près 1 heure, je pense, de podcast. Nous, on a écouté ça en revenant de l'aéroport entre Nantes et les Sables d'Olonne, et ça nous a... on était choqués. On était choqués. On n'est pas revenus pareil, les mêmes personnes à la maison après ce trajet en voiture, je peux vous le dire. Et c'est la puissance du verbe, hein, d'écouter des personnes. J'espère qu'on ouvre des portes. C'est pour ça que le PKS, j'adore. Et le fait de parler, d'ouvrir des champs, de bouger le système, on entend un truc à un moment, on a entendu quelque chose, ça a changé notre vie, hein.
Il y a un avant-après, certaines phrases, certains concepts. Moi, les 1 vaut mieux que 0, les trucs. Il y a tellement de mots et de phrases et de concepts que je porte. Une fois que je les ai entendus, ils sont plus jamais partis de mon système. Ils ont tout bougé. Je les comprends en plus en profondeur. C'est un truc de malade. Donc écoutez, on vous mettra le lien dans la description. Il est vraiment génial. On fera un épisode sur la mer, parce qu'il faut absolument qu'on parle de la mer, parce que c'est un vrai beau et grand sujet. Ça, c'est clair. Et pour terminer, vraiment, dernière chose, ça fait 1h34 qu'on fait l'épisode, et il y avait vraiment, genre, j'ai dit non à Eugénie la première fois qu'elle m'a dit, tu veux pas qu'on enregistre un épisode? Oh non, là, je suis claqué. Là, je suis fatigué. Là, c'est dimanche soir, là, la flemme. Elle a reposé une fois la question, et comme j'écoute ma femme et le féminin, et là, je suis OK, on y va. Et comme je dis tout le temps, essayez 5 minutes. Si ça coince au bout de 5 minutes, c'est vraiment pas le moment d'enregistrer un podcast. Ça fait 1h30. Et en fait, c'était le méga bon moment parce que cet épisode, il est passionnant. En fait, on était tellement chaud. Donc franchement, n'écoutez pas la voix de Bruno, là. Le petit cerveau qui est là en mode, on n'écoute pas Bruno, on y va. Et si vraiment ça coince, et vous avez le droit de vous arrêter. Mais en fait, ça a coincé pas du tout parce qu'au contraire, ça nous a fait un bel épisode. Je sais pas comment tu repars, toi, ma chérie, mais moi, c'était génial. Bah bien, ça y est, j'ai faim. On a commencé l'épisode en se disant « Oh, on a trop mangé à midi, on mangera pas ce soir. » Et là, je me dis quand même, j'ai faim. Donc on a bien fait circuler les énergies, je pense. Carrément. Eh ben merci à toutes et tous. Merci. Si vous avez envie, faites-nous des retours, mais c'est OK, parce que nous, on s'éclate déjà. On a nos propres retours, on se valide et on se sent reconnu dans ce qu'on partage et dans la joie qu'on sent dans le corps de « Waouh, c'était trop bien cet épisode !» Et puis de voir un peu après comment ça résonne chez vous, mais tant mieux. Et on sait qu'au fur et à mesure, il y a des personnes qui nous envoient des petits messages et c'est trop cool de se savoir écouter parce que c'est chouette, parce qu'on a envie que ça rebondisse et ça se propage. Mais bon, dans tous les cas, déjà, nous, ça nous a impacté. On l'a partagé au monde, on a fait le taf. Le reste ne nous appartient pas. Comment tu repars? Je te dis, j'ai faim, mais bien. Voilà. Bien et affamé. Voilà. On y va. Oui, voilà. Voilà. Un dernier mot, Eugénie. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Et puis, bisous. Bisous. Ciao. Ma petite Amélie, vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie. Si vous laissez passer cette chance, alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors, allez-y, nom d'un chien.